Bonjour à toutes et à tous. Vous venez d'entendre le résumé de ce parcours de réflexion qui s'achève aujourd'hui. Et pendant tout ce parcours, vous l'avez compris, il s'agit de penser la manière de remettre la paix au cœur des débats. Alors, au cœur des débats politiques, bien évidemment, puisque nous sommes en pleine campagne, mais aussi au cœur de nos discussions quotidiennes. Et ça a été ça l'enjeu aussi de nourrir toutes nos discussions, qu'elles soient familiales, amicales ou citoyennes. Et bien sûr, il s'agit d'imaginer des moyens concrets d'œuvrer pour une société apaisée. Donc, ce n'était pas d'en rester simplement au principe. Et donc, ces moyens sont à décliner dans tous les domaines de la société, dans le domaine social, dans le domaine politique, dans le domaine économique, dans le domaine aussi peut-être paroissial. Penser la vie dans une société apaisée, je pense que c'est avant tout penser à un fondement cohérent à ce qui nous lie, à notre vie ensemble, c'est-à-dire trouver ce qui rassemble, ce qui nous permet d'affirmer que le vivre ensemble n'est pas seulement l'empilement de nos intérêts propres, des intérêts individuels, mais que le vivre ensemble, c'est dépasser l'individuel pour aller trouver le commun, voilà, le bien commun. Et ce matin, nous allons interroger la place que l'entreprise, en tant qu'acteur majeur de l'organisation de notre société, peut prendre, ou peut-être même doit prendre, ce sera une des questions, dans la poursuite du bien commun. Comment l'entreprise, les entrepreneurs peuvent-ils se mettre au service du bien commun? Quelle transformation, quelle conversion cela peut nécessiter dans la manière d'organiser la vie interne à l'entreprise, les relations entre les collaborateurs, mais aussi dans la manière de penser les échanges, la manière de faire des échanges et d'organiser les relations économiques. Comment aussi repenser la formation des entrepreneurs d'aujourd'hui et de demain avec la poursuite du bien commun comme horizon. Beaucoup de questions ce matin. Et pour nous aider à y répondre, j'ai à mes côtés Pierre Guillet, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef d'entreprise, PDG de l'entreprise Esion, et vous êtes depuis le week-end dernier le président des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Oui. C'est tout récent. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Peut-être en 2 mots, est-ce que vous pouvez nous décrire ce qu'est votre entreprise? Vraiment en 2 mots, vous le ferez mieux que moi, je pense. Esion, c'est une PME d'une 30aine de personnes qui développe des solutions technologiques pour le domaine de la mobilité, du stationnement. Et voilà, on a une implantation en Suisse, une autre au Canada, et j'aime dire aussi qu'en dehors de notre siège social, on a développé un atelier dans une prison au sein de la prison, puisque c'est une maison centrale, donc dédiée aux très longues peines. Voilà, et on emploie 2 collaborateurs au sein de cet atelier. On reviendra sur ce point qui est vraiment très intéressant. À mes côtés, Dominique Steller, bonjour. Bonjour. On vous a aperçu tout à l'heure dans les webinaires. Vous nous faites l'amitié de revenir aujourd'hui. Merci beaucoup. Avec plaisir. Vous êtes enseignant à l'école de management de Grenoble et vous avez fondé la chaire paix économique, mindfulness. Alors attendez que je retrouve exactement l'intitulé. Et bien-être au travail, donc au sein de cette même école, donc cette chaire que vous dirigez aujourd'hui. Tout à fait. Merci de revenir nous voir. Et Maurice Thévenet, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur à l'ESSEC, directeur d'une autre chaire, la chaire Entreprise et Bien commun, qui se joue donc en partenariat entre l'ICP et l'ESSEC. Merci à vous d'être avec nous ce matin. Pour commencer cette table ronde, j'ai proposé à... Oh, excusez-moi, je suis en train d'oublier la jeunesse. Non mais quel scandale. Nous avons à nos côtés quatre étudiants du lycée Blomet. Vous êtes tous les 4 étudiants en classe préparatoire et vous avez travaillé sur la thématique du colloque. Et donc, vous allez nous permettre aussi de bénéficier de votre point de vue d'étudiant, pas encore entré dans le monde du travail, sur ce qu'est l'entreprise et ce que devrait être l'entreprise selon vous. Donc, avant d'entamer une discussion commune, je propose que chacun de vous, chacun des intervenants puisse prendre la parole, à commencer par vous, Pierre Guillet, en tant que chef d'entreprise, président des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Eh bien, vous avez choisi d'œuvrer au service du bien commun et c'est intéressant de
pour nous de savoir comment ça se décline concrètement dans votre activité, dans votre vie d'entrepreneur? Je pense que pour pouvoir travailler dans un univers de paix, il faut déjà être en paix soi-même. Et donc, pour être en paix soi-même, ma position, mon idée, c'est qu'il faut déjà être aligné. C'est-à-dire qu'il faut être soi tant dans sa vie personnelle que dans sa vie professionnelle, que dans sa vie spirituelle. Et si on n'est pas aligné, on va avoir du mal à embarquer les autres autour de nous. Or, embarquer les autres autour de nous, c'est ça le défi de l'entrepreneur finalement, puisqu'il fait équipe et le seul et unique levier d'efficacité dans une entreprise, c'est l'humain. Donc si on n'a pas compris ça, si on croit que les leviers sont économiques, sont matériels, en fait on passe à côté du seul et vrai levier qu'est l'humain. Et dans tous les secteurs d'activité, si on n'a pas compris ça, eh bien à un moment ou à un autre, on va rencontrer des difficultés. Ça ne veut pas dire que quand on mise sur l'humain, on a réussi et on a tout compris. Puisque en fait, on va rencontrer des défis permanents, des difficultés, mais justement, la cohésion qu'on aura pu mettre en œuvre dans l'entreprise permettra de relever ces défis beaucoup plus facilement. Donc voilà, mettre l'humain au centre, pour moi, c'est ça la clé. Et voilà, quand je relie en fait ma vie d'entrepreneur et mon engagement aux EDC, c'est vrai que aux EDC, on essaie d'équiper chacun de nos membres pour vivre cet alignement par la connaissance de la pensée sociale chrétienne et de ses 6 piliers. Donc c'est voilà, c'est ça qui nous nourrit et qui nous aide à essayer de vivre cet alignement qui est pas évident et qui est un défi aussi. Et donc, vous parliez de cette difficulté de parvenir à cet alignement, mais quand on est chef d'entreprise, qu'est-ce que ça veut dire concrètement dans votre quotidien? Cet alignement, il se traduit comment? Voilà, qu'est-ce que ça veut dire dans l'organisation de votre activité, dans votre vision de l'entreprise? Est-ce que peut-être il y a des choses qui ont été amenées à évoluer au fil du temps, au fil peut-être de votre engagement aussi aux EDC? Le propre de l'entrepreneur, c'est d'être, on le voyait dans le slam, là il y a deux minutes, c'est d'être dans l'action, c'est de passer à l'action. Et en fait, depuis 2 ans, on vit plein de perturbations, des perturbations qui secouent les entreprises. Et je vais vous citer un exemple qui illustre pas forcément tous les défis qu'on a pu relever, mais il y a une équipe de jeunes ici. Donc, moi, j'ai vécu au tout début de la pandémie une détresse de jeunes qui m'entouraient, y compris mes enfants, et qui n'arrivaient pas à se faire entendre, qui n'arrivaient pas à trouver de stage qui était prévu dans leur cursus. Bon, c'est dramatique parce qu'en fait, il y a une temporalité qui est celle des études. Les études avancent et il faut faire des stages pendant ces études. Or, c'est pas parce qu'il y a une crise que tout doit s'arrêter et c'est pourtant ce qui s'est passé. Donc, qu'est-ce que moi, à mon niveau, puisque quand on dit passer à l'action, c'est essayer de faire déjà soi-même des choses et pas forcément nécessairement vouloir que tout le monde se mette en mouvement. Je pense que l'exemplarité permet de mettre les autres en mouvement. Eh bien, si dans ma petite entreprise, j'accueillais traditionnellement 2, 3 stagiaires par an, j'en ai embauché 10. 10, alors pas d'un seul coup, mais sur une année, et 10 de styles, de projets complètement hétéroclites. Ça allait du jeune qui était dans une entreprise sociale et solidaire en plein discernement sur son parcours parce que c'était un jeune handicapé. Ça passait aussi par un jeune dont j'ai vu une publication sur Internet, aidez-moi, mon stage vient d'être annulé, je dois le faire, je sais plus quoi faire. J'apprenais ça le vendredi, je réfléchissais un peu le week-end, le lundi je l'appelais, je savais pas qui il était, je le connaissais pas, et je lui disais écoute, viens chez moi.
et je l'ai pris en stage et je lui ai permis de poursuivre son parcours. Et ça allait jusqu'à de l'apprentissage ou un volontariat international en entreprise dans notre filiale de Fribourg. Donc voilà, donc ça, c'est concret, ça répond à une actualité. Et je pense qu'aujourd'hui, le propre de l'entrepreneur, c'est de s'adapter aux circonstances, d'agir, de se mettre en mouvement pour pouvoir justement créer cette action vers le bien commun. Donc voilà, la temporalité est importante, il faut s'adapter aux circonstances. Merci beaucoup. Je vais céder la parole à Dominique Steller. Je parlais en introduction de l'importance de l'information. On en parlera aussi avec Maurice Thévenier. Placer le bien commun au cœur de la logique entrepreneuriale, ça demande bien sûr de former les esprits. Et vous êtes un formateur d'esprit. Et je vais vous laisser la parole pour présenter le projet de votre chaire, donc paix économique, mindfulness et bien-être au travail. On a eu un petit aperçu tout à l'heure lors du webinaire, mais peut-être nous dire ce qui a été au principe et ce qui anime, les principes qui animent cette chaire. Merci beaucoup. Pour vous parler de ça, si vous le permettez, je vais faire un petit bout de chemin. Je recommence. Il y a une phrase que j'aime bien, que j'aime beaucoup, qui s'appelle « Le guerrier avance la poitrine déployée ». La poitrine déployée, ça veut dire qu'il montre son cœur. Donc, je vais vous donner un petit bout de mon cœur pour vous dire comment j'en arrive à parler de ça. Je fais partie de ces gens qui pensent qu'on ne fait pas les choses par hasard, et mon chemin s'est enclenché sur quelque chose de particulier. Je suis originaire de Moselle, germanophone, Kingersheim étant Kingersheim, la maison du roi, et non pas un SH. Et de cette Moselle germanophone, j'ai gardé quelque chose d'important qui a été la violence de la discrimination. Quand vous êtes un jeune Français dans les années 60, que votre père a un accent allemand, et que vous vous retrouvez au cinéma de village et que vous entendez dans votre dos qu'il se fait traiter de boche et vous aussi, et qu'il vous serre la main et qu'après il vous dit « Attention, ne te laisse pas embarquer par ça », ben vous êtes assez pris tôt par quelque chose qui est une forme d'entre-deux. Par quelque chose qui dit, en fait, je suis d'ici, mais je suis peut-être aussi de là-bas, qui je suis exactement, à qui j'appartiens, à qui je dois loyauté, etc. Ça va provoquer chez moi quelque chose autour de la paix, en fait. Ça va très clairement dire, il y a une nécessité à pouvoir bouger. J'ai eu la chance que mon père nous dise à mes sœurs et à moi, à ce moment-là, attention de ne pas vous laisser embarquer par le ressentiment. Et c'était pas simple dans cette France-là. Encore aujourd'hui, pour information, la dernière loi qui tombe en France, qui interdisait aux parents germanophones de parler à leurs enfants et d'éduquer leurs enfants dans cette langue de Moselle et d'Alsace, est tombée en 1993. Donc mon point de départ, il est là. Mes premières études vont être sur la rééducation du handicap, et dans ces études, je vais toucher un bout de ce qui m'amènera vers la paix doucement. C'est quand un athlète paralympique va me dire « Tu te rends compte ? Je suis athlète olympique, mais je ne sortirai jamais de mon fauteuil. » Et là va se jouer pour moi ce qui va devenir mon thème de chercheur, en fait. Mon thème de chercheur que j'intitule aujourd'hui « Entre puissance et vulnérabilité ». Entre force et faiblesse, entre performance et échec. Et ce qui compte pour moi, c'est pas les mots, c'est bien le « entre ». Parce que la Moselle, finalement, c'est un « entre ». Depuis 150 ans, si je regarde mes ancêtres, on était français, allemand, français, allemand, français. Puis si je remonte encore, c'est encore le cas. Et il y a bien quelque chose là qui est d'un entre, mais ce qui est intéressant dans notre culture, c'est qu'on a tenté de nous forcer ou de me forcer à dire « fais un choix, dis-moi de quelle frontière tu es ». Et mon problème, de savoir de quelle frontière je suis, c'est que tout à coup, je vais être obligé de m'opposer à celui qui est de la frontière d'en face. Et là, il y a pour moi quelque chose qui est une véritable difficulté. Plusieurs fois, le mot tout à l'heure est apparu, enfin dans les différents échanges, est apparu autour de la coexistence. Et il y a là quelque chose de fondamental. Si je veux coexistence, alors la question de la frontière me pose un vrai problème. Alors la question de l'inclusion a des difficultés à exister si je suis face à face, mur à mur. Pour avancer sur ce chemin-là, j'ai fait un choix assez particulier à un moment donné, à partir de cette question de la fragilité, ça a été de me dire, si je dois faire une thèse de quelque chose, j'ai envie de la faire à partir d'un lieu où fort et fragile est présent. Donc j'ai rejoint la Marine nationale où j'ai été pilote de chasse pendant 7 ans, et j'ai été servi sur la question du fort et fragile, et puis ensuite j'ai fait ma thèse en management, et j'arrive dans une école de management, donc je raccourcis, mais j'avais envie de vous partager ça parce que tout ce que je peux raconter est appuyé sur ce chemin-là, en fait.
Et la conviction de ce chemin-là, c'est quoi? C'est notre commune humanité n'est absolument pas dans nos réussites. Et l'une des difficultés pour moi de notre culture, y compris professionnelle, c'est qu'elle regarde avant tout nos réussites, qu'elle finit par nous comparer par nos réussites, et que dans nos réussites, nous ne sommes pas comparables. Ou dans nos échecs, nous ne sommes pas comparables. Par contre, nous avons un vrai point de comparaison, un vrai point de similarité, ce sont nos fragilités, nos vulnérabilités. Nous sommes tous mortels, nous sommes tous fragiles, nous sommes tous des êtres sensibles. Et l'un des points sur lesquels j'avancerai certainement tout à l'heure dans le débat, c'est le modèle économique qu'on a développé, ce modèle hyper financiarisé, a une stratégie excellente pour réduire tout ça, c'est que c'est un modèle d'insensibilisation. Et plus je suis insensible, plus je vais pouvoir exploiter ou détruire. Toutes les guerres, si on regarde celle qui est là en ce moment, va sur ce chemin-là, toutes les guerres démarrent par dire l'autre est moins qu'un humain, l'autre est moins que quelque chose. Si je n'ai pas de sensibilité à l'autre, alors je vais pouvoir le détruire, mais si je reviens dans le monde économique, si je n'ai pas de sensibilité à un arbre, alors je vais pouvoir exploiter la forêt jusqu'à sa fin, puisqu'elle est mise à ma disposition. Toute cette question de la paix économique, j'en arrive maintenant au point central, a démarré sur la question que j'évoquais dans la petite vidéo d'un dirigeant qui me dit un jour, si on continue de faire des affaires telles qu'on fait des affaires, on va se détruire les uns les autres. Et la question pour moi est devenue centrale, ça a été de dire si vraiment, là où on en est aujourd'hui, on est dans le milieu des années 2000, hein, mais là où on en est aujourd'hui, c'était quand même déjà problèmes climatiques, problèmes sociaux, problèmes individuels. Ma spécialisation était plutôt sur l'aspect psychologique des choses, donc souffrance et suicide au travail, c'était un point important pour moi. Mais aussi problèmes entre les nations. Si tout ça est lié à hyperconsommation, hyperfinanciarisation et globalisation, alors la solution n'est pas d'attaquer l'économie, alors la solution est de se dire l'économie doit pouvoir se transformer, car son objet central, c'est bien de se remettre au service du bien commun. Et la création de cette chaire de la paix économique, ou ma présence dans une business school à partir de tout chemin-là, est à cet endroit-là, et de dire, et si au lieu d'exclure la question économique, si au lieu de continuellement pointer du doigt, on la regardait en se disant, c'est en fait la solution, c'est en fait l'endroit dans lequel il faut être pour pouvoir tourner les choses. Alors dans cette chaire, je vais compresser un peu les choses, dans cette chaire, nous avons 3 axes de recherche. Le premier, c'est l'axe de l'intime, que je vais qualifier de paix intérieure, ça vous rejoindra sur vos mots de tout à l'heure. Paix intérieure voulant dire comment est-ce que je peux engager ou porter une transformation si je n'engage pas chez moi aussi cette mise en chemin dont j'évoquais tout à l'heure. Dans ce travail et en termes de recherche, on s'est beaucoup basé sur la question du discernement, en fait, sur la question de la conscience ou de la pleine conscience, peu importe comment on l'appelle, pas tant pour son côté lié au bien-être, mais plus pour sa capacité à finement trancher dans ce qui est en train de se dérouler et à savoir comment je vais m'ajuster à la situation. Vous parliez aussi de l'ajustement tout à l'heure. Beaucoup de gens ont parlé de la pleine conscience sur le côté du bien-être. Moi, ce qui m'intéresse plus, c'est le droit au désaccord. Le droit, voire le devoir. Comment, en tant que dirigeant, je crée dans mon entreprise un espace suffisamment sécure pour que mes collaborateurs se sentent libres, se sentent autorisés, voire à un moment donné comprennent qu'ils ont devoir à être en désaccord s'ils sont dans une situation de désaccord. Notre deuxième axe porte sur la dimension collective, la paix relationnelle. Si je lui donne un axe sur la paix, comment j'entre en relation, quel modèle managérial je mets en place, quel modèle managérial je mets en place pour permettre ce travail de discernement dont je parlais avant. Et puis au milieu de tout ça, on va retrouver les questions de qualité de vie au travail, et ainsi de suite. Notre troisième axe parle de la paix avec les parties prenantes. C'est certainement le plus complexe, c'est certainement le plus large. Et la question qu'on pose à cet endroit-là, c'est de dire, et si le but de l'entreprise n'était pas tant de créer du profit comme une fin en soi, mais si le but de l'entreprise était de contribuer pleinement à l'épanouissement de l'ensemble de ses parties prenantes. Ça nous a amené à mettre un cadre éthique assez serré, en tout cas court, mais large plutôt que serré, avec un premier axe qui est de dire l'objet de l'économie et de l'entreprise va devoir passer par certains filtres, et le premier, c'est le respect de la vie sous toutes ses formes. Je ne suis pas en train de dire, en posant ce cadre éthique, qu'on porte jugement particulier sur qui ne suivrait pas ça. J'ai plutôt tendance à croire que nous sommes suffisamment fragiles pour être capables de dériver continuellement, mais au moins, ça me permet de redonner un élan sur le chemin sur lequel je vais aller. Notre deuxième axe, c'est le respect de la dignité humaine, la réduction de la pauvreté, des inégalités et l'épanouissement des personnes. Et le troisième,
qui a été en fait le fondement de la création de cette chaire de recherche. C'était une discussion avec les premiers dirigeants qui nous ont soutenus et qui était de dire le but de l'entreprise est de s'inscrire dans la cité, de renforcer le tissu social et de contribuer au bien commun. Et ces 3 axes, en fait, sont devenus le cadre à l'intérieur duquel nous essayons d'évoluer. Alors, je vais laisser la main, mais on y reviendra tout à l'heure. On a 4 domaines d'intervention, la recherche, l'éducation, bien sûr le rôle de l'entreprise. Mais le travail fondamental est vraiment celui-ci, qui est cette question de l'épanouissement global, en fait. À quoi je contribue quand je suis un entrepreneur? À quoi je contribue quand je suis un collaborateur? Comment je trouve du sens au travail, non pas parce que je vais trouver un sens individuel, mais parce que je suis heureux le matin d'aller travailler avec un tel ou une telle, parce qu'avec un tel ou une telle, je vais créer plus grand que moi. Merci beaucoup pour cette introduction passionnante. Vous avez à vos côtés Maurice Thévenet, je le disais tout à l'heure, vous dirigez une autre chaire, donc la chaire Entreprise et Bien commun en partenariat entre l'ESSEC et l'ICP. Est-ce que peut-être vous pouvez nous expliquer le fondement de cette chaire et aussi la genèse? Il y a peut-être des choses qui se recoupent avec ce qui vient d'être dit. Oui, j'espère, parce que si ça se recoupe pas, ce sera un problème. Merci. Alors effectivement, je crois que à l'origine de cette chaire, dont je redirai tout à l'heure un petit peu quelques éléments de jeunesse, comme vous m'y invitez, je crois qu'il y avait une conviction forte finalement. Et il y avait la conviction forte première que les entreprises finalement contribuent au bien commun. Donc je crois qu'il y avait aussi la reconnaissance de tout ce qui se fait dans cette société humaine bien particulière qui est l'entreprise. On a beaucoup parlé depuis ce matin de ce thème du vivre ensemble. Enfin, on est tous suffisamment mûrs, quand je regarde notre âge moyen, pour savoir que finalement le vivre ensemble, ce n'est pas un don, ce n'est pas inné, c'est pas quelque chose qu'on reçoit à la naissance, c'est quelque chose qu'il faut apprendre, qu'on met énormément de temps à apprendre. Quels sont les lieux dans notre société aujourd'hui où on apprend à vivre avec des gens qu'on n'a pas choisis, avec des gens qu'on n'aime pas forcément, avec des gens avec lesquels on ne passerait pas un week-end? Quand vous regardez bien dans notre société aujourd'hui, on n'a pas tant que ça. Alors effectivement, vivre avec des gens qu'on a choisis sur le même réseau social, c'est pas très compliqué, je veux dire, tout le monde y arrive. Vivre avec des gens qu'on n'a pas choisis, ça s'apprend. Et pour nous, là, je crois qu'une des convictions d'origine de cette chaire, c'était de se dire que par construction, l'entreprise, mais plus largement l'institution dans laquelle on travaille, ça va au-delà de l'entreprise, eh bien, c'est la société même où on peut l'apprendre. Donc, il y a une contribution, je dirais presque naturelle, de l'entreprise, de l'institution au bien commun. Et non seulement, eh bien, il s'y passe des choses, mais en plus, il devrait s'y passer encore plus de choses. C'est-à-dire que les entreprises, les institutions devraient contribuer, je dirais, encore plus à ce bien commun. Et donc là, s'affirme une deuxième conviction de départ, je dirais, selon laquelle, il faut bien le reconnaître, enfin mon collègue de droite sera d'accord avec moi, on est dans des écoles de commerce, de gestion, de management, enfin vous employez le terme que vous voulez, mais si on regarde ça sur un plan académique, c'est-à-dire tout ce que l'on appelle dans le contexte français l'université, par exemple, eh bien des sciences de gestion, ça a été quand même abordé pendant vous savez que la section universitaire des sciences de gestion n'a même pas 50 ans, hein, donc ce qui, à l'échelle de temps de l'université, est assez récent. Eh bien finalement, on s'aperçoit que on aborde les questions de l'entreprise et de son fonctionnement implicitement, mais comme si finalement ce qui se passait dans l'entreprise c'était un petit peu sous cloche, c'était à part. Il y a en fait le monde et puis il y a l'entreprise. Donc à la limite on peut très bien avoir c'est une schizophrénie non douloureuse finalement. On peut être d'un côté et de l'autre sans que ça pose de problème. Or, on s'aperçoit bien aujourd'hui que cette manière d'aborder les choses ne peut plus fonctionner. Enfin, on le voit sur des questions environnementales, on le voit sur des tas d'autres questions. On peut plus raisonner comme ça. Donc ça, c'était un peu la deuxième conviction, c'est-à-dire qu'il fallait revisiter nos manières d'aborder les choses. Et puis, je dirais qu'il y a une troisième conviction, eh bien, c'est que
c'est que finalement, une fois qu'on a posé ce genre de principe, une fois qu'on a défini des tas de belles choses, de bons sentiments, on considère quand même qu'on peut apprendre quelque chose et que ça a du sens dans une école, c'est-à-dire où nous, notre vocation, c'est quand même d'éduquer au sens le plus fort du terme. Qu'est-ce qu'on fait dans une école? J'ai parfois des collègues qui me disent notre mission, c'est de transmettre des connaissances. Ben, si c'est ça ta mission, tu ferais mieux de pas être dans une école. La vraie mission, elle est quand même une mission d'éducation. Donc, on pense que sur ce domaine du bien commun, eh bien, il y a des choses que l'on peut apprendre dans la manière d'aborder les entreprises. Par exemple, en reconnaissant ce qui ne va pas de soi quand j'entends les discours officiels, que ce soit dans les médias, que ce soit chez les politiques ou que ce soit chez les sociologues, ils se ressemblent étrangement, ces trois catégories. Eh bien, on parle toujours de l'entreprise au singulier. L'entreprise, le salarié, le patron, le travail. Mais enfin, c'est pas la réalité, ça. Il faut sortir un peu. Et quand on sort un peu, qu'est-ce qui nous frappe? C'est que dans ce monde de l'entreprise, c'est pas le singulier, c'est le pluriel plutôt qui est important. La diversité de ce qui se vit et de ce qui se fait dans ce monde-là. Donc, vous voyez, ça, c'est une manière aussi un petit peu différente qu'il faut apprendre, des approches de l'entreprise qu'il faut apprendre, des domaines aussi qu'il faut apprendre, parce qu'on s'aperçoit bien aujourd'hui, et je pense que mon voisin sera d'accord avec moi, eh bien, qu'il est tout à fait indispensable d'apprendre de la finance, du marketing, de la stratégie des systèmes d'information, mais comment se passer de géopolitique, de philosophie, voire même de littérature ou d'art. Autrement dit, c'est pas l'un ou l'autre, c'est que l'un ne peut pas aller sans l'autre, que l'autre ne peut pas aller sans l'un. Alors, juste pour dire, pas être trop long, dire un mot de l'origine, je crois qu'il y a quand même un élément important dans cette chaire, c'est que ça a été aussi la rencontre de deux établissements. L'ESSEC d'un côté, donc une école de commerce, de gestion, de management, de business, vous dites comme vous voulez, puis de l'autre côté, l'ICP, l'Institut catholique de Paris, c'est-à-dire un petit peu le concurrent de cette maison, hein, qui nous, hein, même s'ils sont voisins, il y a quand même des fibres de compétition. Oui, c'est pas que dans le monde de l'entreprise, la compétition et la concurrence. Et donc, l'Institut catholique de Paris, ceci dit en passant, dont l'ESSEC était une des parties jusqu'à il y a à peu près une quarantaine d'années. Eh bien finalement, pour des tas enfin, comme on dit, oui, l'alignement des planètes à un moment donné, eh bien les deux institutions se sont dit, non seulement pour nous cette question du bien commun ancrée dans l'entreprise, cette question de l'entreprise ancrée dans le bien commun, ça a du sens dans notre projet, mais on pense qu'il peut y avoir un intérêt eh bien, à monter quelque chose, à faire quelque chose ensemble. Donc, voilà la genèse un petit peu du projet sur lequel je pourrais revenir s'il y a des questions. Merci beaucoup. Je le disais tout à l'heure, nous avons 4 étudiants avec nous, Joséphine de Butler, Agathe Léap, Antoine Le Goff, Jules Abrami. Vous êtes donc tous les 4 étudiants au lycée Blomet. Vous avez été sollicité par la commission éducation à la paix de Pax Christi pour travailler sur le thème de cette table ronde, entreprise et biens communs, et nous livrer aussi, eh bien, ce que je disais tout à l'heure, hein, vos attentes en tant que jeune étudiant qui n'avait pas encore ou peut-être peu intégré le monde du travail, nous dire un peu vos attentes. Voilà, la parole est à vous. C'est vrai qu'on avait, on avait la volonté en fait de proposer une vision qui est un peu une vision de jeunes et qui en fait nous permettait d'apporter des pistes de réflexion au monde de l'entreprise et proposer des perspectives à des gens qui sont des professionnels ou des spécialistes du monde de l'entreprise. Donc en fait, on voulait partir du développement durable parce que quand on voyait le lien entre entreprise et bien commun, on voyait surtout le fait que l'entreprise puisse non seulement être au service du profit économique, mais aussi de tout l'aspect sociétal, l'aspect social et le nouvel aspect écologique qui, depuis 40 ans, devient un enjeu majeur. Donc l'entreprise, pour nous, c'est ce qu'on propose de faire, c'est quelque chose qu'on entreprend à travers le travail. L'INSEE propose donc une définition un peu plus stricte du terme, l'entreprise comme une unité économique juridiquement autonome
dont la fonction principale est de produire des biens et des services pour le marché. Sauf qu'aujourd'hui, cette définition statistique, elle semble non pas désuète, mais changée par une nouvelle conception, une interprétation plus large de l'entreprise, puisqu'aujourd'hui, nous, en tant que jeunes, on voit l'entreprise comme une structure commerciale vouée uniquement au profit, non pas uniquement au profit, mais comme un outil au centre de la société qui permet de répondre à des enjeux à la fois économiques, certes, comme on l'a dit, mais aussi sociaux et surtout écologiques. En effet, cette nouvelle conception amène à lier entreprise et protection de l'environnement qui est considéré comme un bien commun. On peut considérer en effet qu'un bien commun est une notion qui définit des biens patrimoniaux partagés par les membres d'une communauté et dont les fruits profitent à tous. L'entreprise donc exploite le bien commun, mais l'enjeu d'aujourd'hui serait donc de faire de l'entreprise une structure qui pourrait entretenir le bien commun et donc proposer justement non pas un choix tel que le disait Dominique Steller, mais surtout le fait d'éviter de faire ce choix, d'éviter de faire un arbitrage et pouvoir concilier cet enjeu économique avec l'enjeu environnemental et social. Donc du coup, aujourd'hui, on pense que le potentiel d'une structure telle que l'entreprise, une structure au centre du système économique, peut être effectivement vouée au profit, mais également avoir un but plus large, plus soutenable pour la société. C'est évident que depuis le début du XXIe siècle, on a quand même des mouvements, des volontés de conciliation entre ces aspects sociaux, ces aspects économiques et écologiques. Mais aujourd'hui, il y a une nouvelle volonté de cette nouvelle génération qui s'apprête par ailleurs à voter, de créer une conception de l'entreprise vraiment au service du bien commun et non pas comme seule fonction d'exploiter le bien commun. Donc cet enjeu du cumul, c'est de faire intégrer l'entreprise dans l'entreprise de nouveaux objectifs. L'objectif, certes, de profitabilité, qui en fait par ailleurs une cloche telle que qui l'enferme un peu comme dans une cloche telle que le disait Maurice Thévenet, mais donc lui faire suivre un modèle, on dirait plus idéal, celui du développement durable. C'est pour ça qu'on a axé notre étude de l'entreprise autour des 3 piliers du développement durable, qui sont donc l'aspect social, l'aspect écologique et l'aspect économique, toujours avec cette volonté du cumul. Donc du coup, on a souhaité donc, voilà, développer une étude et justement travailler donc socialement, écologiquement et économiquement. Donc, on va commencer par le volet économique. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est de plus en plus sensibilisé donc, par les multiples canaux d'information dont les jeunes disposent aujourd'hui et qui sont nouveaux. Donc, on parle beaucoup d'engagement post-it pour parler d'engagement des jeunes, pour décrire un engagement plus éphémère, ponctuel, mais malgré tout, cette demande croissante de responsabilisation et de moralisation de la vie économique et plus globalement de l'entreprise, elle persiste et elle va se faire entendre de plus en plus fort, je pense. On a voulu vous proposer une vision de ce que pensent les jeunes, mais qu'on pense tous assez représentative. Alors, on voit des initiatives, on voit des avancées. Il y a par exemple un label qui s'appelle 1% pour la planète, qu'on peut voir parfois au dos de certains produits qui permettent, donc 1% du chiffre d'affaires de ces entreprises sont reversés à des associations notamment qui luttent contre la déforestation, par exemple. Donc, ce sont des initiatives qui se multiplient et qui, entre guillemets, peuvent donner espoir, même si parfois l'objet premier de ces entreprises n'est pas forcément la protection du bien commun. Alors, ce n'est pas non plus le capitalisme qui est remis en question, mais c'est peut-être ce capitalisme vertical qui pourrait aller vers un capitalisme plus horizontal, c'est-à-dire intégrer les salariés, peut-être intéresser en tout cas la participation des salariés et ne plus prendre en compte qu'une petite poignée de privilégiés qui aujourd'hui font par l'actionnariat
tourner l'entreprise vers des objectifs qui peuvent s'éloigner de la protection du bien commun. Il y a donc plusieurs aspects, notamment donc cette conciliation entre les désirs plus grands de régulation et de profitabilité. Donc, ça peut passer par une collaboration plus forte entre les autorités de régulation et les entreprises, une collaboration donc renforcée. Et il y a également, je pense, un rejet de pratiques anciennes des affaires qui pouvaient être les pots de vin, le piston, le relais d'influence politique, etc. Il y a un désir de plus grande transparence et je pense que cette transparence pourrait permettre justement d'identifier plus clairement les objectifs réels des entreprises qui, voilà, en consultant certains sites d'entreprises, on peut y voir tous leurs tous leurs objectifs éthiques, environnementaux qui y sont affichés, mais finalement, dans les faits, il y a quand même un décalage entre ce greenwashing dont on parle beaucoup et ce qui se passe réellement. Donc voilà, ça serait intégrer aussi du coup les jeunes de plus en plus dans le processus de décision. On voit que les patrons des grandes entreprises il y a une moyenne d'âge qui est quand même assez élevée et donc intégrer de plus en plus les jeunes. Ça va se faire évidemment naturellement, mais avec l'urgence climatique, il faut une accélération de ce processus. On voit chez des jeunes et notamment par certaines startups, de la French Tech dont on peut parler, des volontés de lier le phénomène de numérisation avec également des objectifs plus vertueux. Voilà, la startup qui se veut sur le papier, comment dire, assez proche du salarié. Donc voilà, cette horizontalité en fait dans l'entreprise et qui promeut le dialogue et donc qui peut permettre, comme vous l'avez dit, parfois d'être en désaccord avec sa hiérarchie, sa direction, et donc faire remonter en fait la parole de tous. Et donc cette régulation de l'entreprise, je pense à terme, pourra permettre de pérenniser l'activité économique des entreprises et à terme peut-être permettre de faire éclore de vrais objectifs environnementaux et sociaux. Donc voilà, tout ça au sein de l'entreprise. Et je vais laisser la parole à mes camarades pour les volets écologiques et sociaux. Donc je vais vous parler de l'aspect plus environnemental de la relation entre l'entreprise et le bien commun. Donc nous fêtons aujourd'hui les 50 ans du rapport Meadows, communément admis par tous comme une des premières alertes de l'impact environnemental néfaste de nos activités humaines et notamment économiques. Donc cette prévention contre un risque d'une croissance infinie dans un monde aux ressources limitées par les scientifiques du MIT remet en cause cet objectif premier de soutenir la croissance à la hausse, but central de nos politiques économiques aujourd'hui, traditionnelles. Mais surtout, cela remet en cause la raison d'être des entreprises qui doivent faire coexister leurs intérêts personnels avec l'intérêt général qui se préserve par la protection du bien commun. Une société qui aspire à la croissance doit faire face à une réalité inévitable. En produisant toujours plus pour satisfaire sa demande en biens et services, elle accroît sa pollution globale et sera inéluctablement confrontée à une raréfaction des ressources. Cette hypothèse n'est que trop vérifiée dans le cadre de nos économies actuelles, soumises à la mondialisation et aux transactions perpétuelles, empêchant toute tentative de ralentissement. Je ne viens cependant pas vous prôner ici la décroissance, car il s'agirait d'agir à une bien plus grande échelle et nous n'avons pas le recul suffisant pour en mesurer ses avantages et ses inconvénients. Mais je viens ici pour vous parler de la conscience écologique qu'il est nécessaire d'éveiller dans le monde de l'entreprise. Il me semble ainsi primordial, dans la transition écologique, que les entreprises soient au cœur de cette révolution et qu'elles n'attendent pas que l'État les y contraigne. Montrer que les entreprises sont prêtes à s'engager concrètement et durablement dans la transition permettra à la société et notamment à l'État de prendre des mesures plus percutantes, à mon sens. La lutte contre le changement climatique ne doit pas rimer avec contraintes et sanctions, mais il doit faire partie des préoccupations premières et des objectifs de l'entreprise. Le constat aujourd'hui est que la plupart des initiatives en faveur de la protection de l'environnement naissent d'un cadre législatif et réglementaire
contraignant et pas réellement de démarche volontaire. De plus, le greenwashing ne fait évidemment pas avancer les choses. En effet, 31% des entreprises déclarent s'engager pour une meilleure efficacité énergétique pour réduire leur consommation de CO2, mais seulement 10% d'entre elles ont réalisé un bilan de ces émissions et seulement 20% se sont dotés d'un plan d'action. Bien que l'objectif de croissance et de profit ne semble pas cohérent avec les mesures à mettre en place, il faut surtout éviter l'écueil d'opposer économie et écologie. Par exemple, lorsqu'une entreprise met en œuvre des actions au service de la réduction de son impact environnemental, elle crée de la valeur durable, à la fois externe auprès de ses parties prenantes, mais aussi interne auprès de ses collaborateurs. D'autre part, pour un industriel, accroître l'efficacité énergétique de ses installations peut permettre, par exemple, de réduire ses coûts de fonctionnement. Il est ainsi nécessaire que chaque entreprise prenne le tournant de la transition écologique, chacune à son échelle et avec ses moyens. Les solutions à mettre en place sont tout d'abord l'intégration de la préoccupation environnementale dans la stratégie de l'entreprise et non pas seulement à travers du greenwashing. De cette stratégie doit découler des actions concrètes dont les actions sont mesurables, comme par exemple l'objectif de la neutralité carbone à différents horizons selon les différentes entreprises, 2030 ou 2050. Et l'exécution de ces actions peut être catalysée par la mise en œuvre d'un système de management environnemental afin de sensibiliser les parties prenantes de l'entreprise dans leur comportement au quotidien et l'adoption de l'éco-conception, par exemple. Pour cela, certaines certifications existent déjà, comme l'ISO 14001, qui est assez réputé dans le monde de l'entreprise, qui définit les critères d'un système de management environnemental, mais aussi d'autres certifications moins célèbres, comme l'ISO 50001, qui conduit les entreprises vers une gestion énergétique responsable et raisonnée. Je conclurai en citant cette phrase de Henri Bergson, l'avenir n'est pas ce qui va arriver, mais ce que nous allons faire. Je laisse la place à Agathe. Donc, moi, je vais profiter de ce qu'a dit Joséphine pour souligner dans quelle mesure l'entreprise doit représenter un vecteur de bien commun pour nos sociétés en perpétuelle mobilité, où le travail est majoritairement vu comme une contrainte, une source de stress et susceptible de faire naître des dépressions de grande ampleur. Le travail en soi devient alors uniquement une source de revenus, alors qu'il devrait être considéré aussi comme un moyen de bien-être, accaparant bien souvent plus des 3/4 de la journée du travailleur. L'entreprise est le théâtre de notre évolution, tant sociale qu'économique. Elle permet de réaliser les objectifs structurels nécessaires à notre vivre ensemble, en ce qu'elle peut favoriser une certaine égalité tout d'abord, entre hommes et femmes, ayant le pouvoir d'offrir à chacun les mêmes opportunités et les mêmes places dans cette grande hiérarchie, où chaque strate implique des responsabilités et des salaires différents. Ceci est un but utopique, qui ne serait évidemment pas réalisé en une génération, mais l'évolution historique que connaît cette parité homme-femme montre que l'entreprise permet de se rapprocher de ce but. C'est dans ce but qu'elle pourrait mettre en place un système de binôme de travail homme-femme aux qualifications semblables, destiné chacun à remplir les mêmes objectifs, forçant à la cohésion et à la coordination. De plus, l'entreprise peut être un tremplin vers la connaissance, en ce qu'elle constitue un nœud de formation et d'éducation par l'instauration de règles partagées et semblables pour tous. Cette sorte de convention sociale autour de l'entreprise favorise la vie en communauté et permet théoriquement à chacun de s'épanouir. Chacun nourrit en lui des intérêts individuels, il est donc nécessairement porté par l'intérêt de l'entreprise qui permet de les concrétiser. Offrir à chacun une formation égalisant les connaissances du collectif favoriserait ainsi une égalité ou du moins une équité vis-à-vis des travailleurs qui pourront assurer plus de responsabilités. Pour instaurer un climat de confiance nécessaire à l'efficacité de ces dernières, la gestion de l'entreprise doit également idéalement passer par un assouplissement des conditions de travail afin que ces dernières deviennent plus une raison de s'investir pour l'entreprise plutôt qu'une raison de la fuir. Enfin, comme l'entreprise coexiste dans un climat de concurrence permanente, elle est confrontée à un besoin inévitable d'innover,
qui profite à la société et par là à tous les agents économiques dont les besoins se complexifient. Ainsi, même si les salariés représentent la première variable d'ajustement des entreprises qui tendent vers le licenciement comme remède à un excès ou à une insuffisance de demande, elles ont les moyens de permettre leur épanouissement ou du moins leur vivre ensemble dans la sphère professionnelle. Ajuster ces façons d'organiser l'échelle des postes en parallèle des besoins sociétaux actuels est une meilleure manière d'attirer des agents en quête d'un travail, mais également et surtout en quête d'un bien-être individuel. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toutes et à tous pour ces prises de parole. Il y a énormément de choses qui ont été dites. Les thèmes de réflexion, les pistes sont déjà très riches. Je vais peut-être inviter d'abord à répondre plus immédiatement à la parole de ces jeunes gens qui sont à vos côtés. Pierre Guillet, on entend bien cette demande qui est faite que les entreprises soient moteurs dans une forme d'exemplarité, de moralisation de la vie économique, moteurs également dans la lutte contre le dérèglement climatique, dans la lutte pour l'égalité entre hommes et femmes. Qu'avez-vous à répondre à ces attentes? C'est très simple. Moi, je prends 100% de ce qu'il vient de dire. 100%. C'est exactement tout ce qu'il faut faire. Donc, prenez-les dans vos écoles parce qu'ils sont parfaits. Ils ont tout compris. Non, mais aujourd'hui, tout ce que vous dites là, c'est à la fois du bon sens, de la clairvoyance, du pragmatisme. Si on ne fait pas tout ce que vous dites, on ne va pas y arriver. On va pas y arriver. Donc aujourd'hui, je mettrais juste un tout petit bémol, c'est sur le rôle de l'État là-dedans. Pour moi, l'État doit favoriser, à mettre en place les moyens généraux pour que tout fonctionne, mais tout ce qui est régulation, tout ce qui est normalisation, on voit que les entreprises essaient justement d'en revenir parce que les ISO c'est un boulot considérable et puis en fait ça coûte une fortune et puis quand on est une PME on peut pas s'offrir ça, donc ce qui compte c'est ce qu'on fait vraiment. Les PME comme moi on répond pas aux questionnaires dont vous parlez, donc on n'est pas dans les stats, mais je peux vous dire qu'on fait beaucoup plus que les grandes entreprises. Donc je conclurai pour laisser la parole à tout le monde, c'est que aujourd'hui notre avenir dans les entreprises, c'est les jeunes. Donc, si on ne les écoute pas, on ne va pas les attirer. Ils vont pas venir chez nous. Or, aujourd'hui, la pérennité de l'entreprise, c'est justement le renouvellement de ces ressources humaines avec des jeunes, des moins jeunes, enfin, un brassage de générations. Et une entreprise qui n'a pas compris et donc qui n'a pas réfléchi sur sa raison d'être, la raison d'être, je vous rappelle, ça fait partie de la loi Pacte. Les EDC ont participé à la rédaction de cette loi sur cet aspect de la raison d'être. Donc les entreprises qui n'ont pas compris qu'elles devaient justement réfléchir à leur raison d'être ne vont pas être attractives et donc n'arriveront pas à recruter. Et aujourd'hui, il y a des grandes entreprises qui font face à ces difficultés-là, c'est-à-dire que les jeunes ne veulent plus aller dans ces grandes boîtes. Parce que en fait, elles ne pratiquent pas un modèle justement qui prône le vivre ensemble. J'ai entendu ça plusieurs fois, tant le maire en Alsace ou en Moselle, je sais, je vous En Alsace. En Alsace. En Alsace, faut faire attention. Je marche un peu sur les œufs là. Et j'ai trouvé que son propos était très juste. Le vivre ensemble dans une commune. Nous, on essaie de mettre en place le vivre ensemble dans l'entreprise. Et je terminerai là aussi, puisqu'on avait les assises des EDC le week-end dernier, et donc j'ai dû présenter les orientations du mouvement. Et donc sur ces orientations, je ne vais pas tout développer ici, mais la première de nos orientations, c'est vivre la fraternité. Vivre la fraternité dans notre mouvement, vivre la fraternité entre les générations, vivre la fraternité dans notre entreprise et vivre la fraternité dans la société.
Et donc, on a décliné ces différents sujets-là. Et moi, ce que je porte, donc en tant que président du mouvement, c'est justement qu'on vive cette fraternité, puisque ça fait partie de la devise de la France. On n'en parle jamais. On parle que de liberté et d'égalité. Mais la fraternité, c'est ça qui fera qu'on arrivera à aller vers la paix dont on parle ici aujourd'hui. Et si on arrive à la développer et à la cultiver dans les entreprises, je pense que par ricochet, la société en profitera. Un petit point encore avec vous, Pierre Guillet, avant de céder la parole à Dominique Steller et Maurice Thévenet. Il y a une forte attente, on l'entend dans ce qui a été dit par les 4 étudiants présents à nos côtés, d'avoir une parole entendue. Et on revient à ce que disait François Soulages dans le premier webinaire sur savoir chacun écouter les autres. Et je crois qu'il y a une inquiétude là qui s'exprime dans le fait que, est-ce que moi, donc moi je ne suis plus jeune, mais est-ce que vous, en tant que jeune au sein d'une entreprise, vous pourrez être entendu? Est-ce qu'on sent cette inquiétude-là? Alors comment faire pour garantir la parole, créer des espaces de parole, peut-être faire évoluer la conception qu'on a des relations hiérarchiques au sein de l'entreprise? Qu'est-ce que vous avez à répondre à cette attente-là? On parle il y a un terme qu'on utilise souvent qui est peut-être un petit peu complexe, mais qui, à mon avis, est vraiment là aussi très intéressant, c'est la notion de gouvernance. Aujourd'hui, je pense qu'une entreprise, aussi petite soit-elle, elle doit mettre sur la table en fait ses décisions et les remettre entre les mains en fait du collectif. Tout le monde ne peut pas avoir des idées, tout le monde ne peut pas prendre une décision, mais ce qui compte, c'est que tout le monde ait la possibilité de s'exprimer. Décidément, je vais faire un petit peu de pub, une des autres orientations du mouvement, c'est engager ses talents au service du monde. Et moi, je suis convaincu qu'aujourd'hui, je suis chrétien, donc chacun a reçu des talents et tous les entrepreneurs et dirigeants chrétiens sont convaincus que la réussite de l'entreprise, c'est de savoir faire émerger tous les talents des gens qui nous entourent pour les mettre au service du collectif. Et donc, ça veut dire que, et là, c'est un des piliers de la pensée sociale chrétienne, la subsidiarité, qui est un mot peut-être un petit peu complexe, mais qui fait partie des fondements de la création de l'Europe. C'est en descendant le niveau de responsabilité au plus petit niveau, on arrive à faire émerger des talents. On arrive à découvrir des capacités de tel ou tel collaborateur qu'on n'avait pas imaginé. Et la façon pour le faire, c'est de les mettre en situation. Donc, les mettre en situation, c'est provoquer des occasions où, en leur donnant la parole, mais aussi en leur donnant l'occasion d'agir, en fait. Et c'est là qu'on découvre des potentiels incroyables. Voilà, après, moi, je peux parler de mon entreprise ou d'une vision plus générale, mais j'ai fait beaucoup de choses dans mon entreprise pour favoriser ça, cette gouvernance partagée, donc avec une vraie liberté de parole, plutôt que de s'intéresser à mettre en place une enquête de satisfaction de nos clients. Nous, on a commencé par mettre en place une enquête de satisfaction de nos salariés. Et depuis 5 ans, tous les ans, voire parfois 2 fois par an, on met en place on déploie un questionnaire d'une 30aine de questions où on demande aux salariés si ils pensent qu'ils sont bien payés, s'ils pensent qu'ils ont suffisamment d'informations sur la vie de l'entreprise, s'ils croient en l'avenir de l'entreprise, si la fiche de poste qu'ils ont, c'est vraiment ce qu'ils font et s'ils sont satisfaits de le faire. Voilà, donc ils répondent comme ça à une 30aine de questions. Et tous les ans, on mesure cet indicateur. Et en 2021, le résultat de l'indicateur était en très légère baisse par rapport à 2020, mais sachant que 20 et 21 sont largement au-dessus de 19 et 18. Donc, c'est parce qu'on vit dans une époque troublée qu'on ne peut pas entraîner une entreprise vers une paix sociale et une amitié sociale qu'on peut appeler aussi fraternité. Ça existe, ça marche. Alors,
c'est peut-être plus facile dans une PME de 30 personnes que dans une boîte de 300 ou 400 000 salariés. Ça, c'est peut-être vrai. Mais je pense qu'après, il y a un petit peu de top-down quand même. C'est-à-dire que si la direction d'entreprise n'incarne pas tout ce que viennent de dire ces jeunes-là, ça marchera pas dans l'entreprise. Donc, il faut que ce soit incarné au niveau de la direction. Et après, bon, dans une grande entreprise, c'est peut-être plus compliqué à organiser et à déployer, mais dans une PME, c'est possible. Et je peux vous dire que c'est ce qu'on fait. Vous évoquiez tout à l'heure, Dominique Steller, le droit au désaccord. Je crois que ça a été immédiatement relevé et entendu par les jeunes. Il y a énormément de choses qui ont été dites. Est-ce qu'il y a des points d'attention sur lesquels vous aimeriez revenir dans cette parole qui a été portée par ces 4 étudiants? Si on n'avait que quelques-uns, ça serait facile. Je vais démarrer avec ce qu'a dit mon voisin à un moment donné, tellement on est en phase. Je pense qu'une de nos responsabilités, c'est d'éduquer. Ça pourrait faire un point avec l'idée qu'il faut une forme de verticalité. À cette idée peut-être erronée dans la traduction de ce que pourrait être une entreprise libérée qu'a développé un confrère, qui serait que tout à coup, il y a totalement disparition en horizontalité. Je ne suis pas très en accord moi, avec ça. Il y a effectivement une forme de verticalité à préserver. Je pourrais parler, dans ce dont ils ont dit, de plein de choses. J'ai relevé plusieurs points. Je pourrais parler de choses qu'on met en place en fait dans cette chaire, et je vais vous les dire pour vous dire qu'il y a du très concret, parce que je vais rebasculer sur l'abstrait. On pourrait parler de finances responsables, de RSE, de territoire de pays économique, d'achat pacifié. Achat pacifié, pour nous, ça veut dire comment on bascule d'une culture d'acheteurs cost-killer, qui ne se rendent pas compte qu'à la fin, il y a peut-être des fournisseurs qui vont disparaître, à une culture d'acheteurs pacifiés, dont l'objet est que le fournisseur grandisse en même temps que moi. Je pourrais vous parler de comment on peut aider son concurrent, voire le sauver, avec l'étymologie de concurrent qui est un courir avec et pas un courir contre. Je pourrais vous parler de comment une PME travaille en intelligence collective la grille salariale, quand les salariés disent aux dirigeants je ne suis pas content de mon salaire, plutôt que d'avoir une imposition du haut. Donc il y a plein d'éléments très très concrets sur lesquels on travaille, mais j'aimerais revenir sur la question du éduquer. Parce qu'en vous écoutant, j'entends quelque chose qui est fondamental, c'est comment on fait pour que vous soyez plus présent dans ce qu'on raconte, et j'entends quelque chose qui est pour moi une dérive très agaçante, quand on vous fait croire que vous êtes à un endroit que vous n'êtes pas. Je vais donner quelques points. En 2006, je suis devenu directeur de la pédagogie de l'école dans laquelle je suis, et je me suis empressé de transformer une règle qui était pour moi absolument incroyable. Les étudiants, je pense que c'est la même chose chez vous, les étudiants évaluent les profs à la fin de chaque cours, ce qui est déjà pas très simple, mais ça me semble une bonne chose dans ce qu'on est en train de partager, c'est de dire qu'il y a besoin d'un lieu d'échange, il y a besoin d'un lieu de partage. Sauf que dans l'évaluation qu'on avait à l'époque, il y avait des questions du type, et c'est l'étudiant qui répond, ce professeur est selon moi un bon pédagogue, de très insatisfaisant à très satisfaisant. Là, il commence à y avoir un sacré problème d'éducation. C'est-à-dire quand on commence à faire à croire à des gens jeunes qu'ils ont un pouvoir qu'ils n'ont pas, quand en plus ce pouvoir leur permet d'avoir un impact violent, chez nous ça voulait dire que le prof l'année d'après ne pouvait peut-être plus faire son cours, n'aurait peut-être pas son augmentation, etc. Il y a quelque chose qui dysfonctionne. Donc ce que je suis en train de dire, c'est comment on crée un dialogue, et comment on crée un dialogue dans quelque chose qui est une continuité, et pas, encore une fois, quelque chose qui est une opposition. Aujourd'hui, dans ce qu'on nous envoie, et les politiques l'envoient très très souvent, et je trouve ça très démagogique, ce message qui serait de vous dire, vous avez une parole qui va nous sauver. J'ai envie de dire, mais d'où ça sort cette histoire complètement bizarre? Quand tout à l'heure vous dites, nous les jeunes, on pense que ça devrait être ça, je vous suis, et j'ai envie de dire oui, si vous n'êtes pas en train de me dire que moi je suis obsolète et qu'il faut que j'aille me ranger. Pour une raison qui est assez simple, c'est que dans ma vision de c'est quoi la vie, et ça je veux revenir, on est bien dans une forme de continuité, dans laquelle, que ce soit au même moment ou à des temps différents, on a juste contribué chacun à sa manière, dans le contexte dans lequel on était, comme on a pu. Et pour moi, dans tout ce que vous évoquez qui me semble fondamental, c'est comment on intègre votre arrivée dans ce courant-là, mais surtout pas en nous opposant. Si on commence à me dire les jeunes savent mieux et ils vont nous permettre de nous en sortir, ben on vient de recréer 2 murs, France-Allemagne, vous vous souvenez de tout à l'heure, on vient de recréer 2 murs, on ne regarde plus ce qui se passe entre les deux, on regarde là où on n'est pas d'accord. J'ai la phrase d'un ami que j'aime beaucoup qui dit « Dans la vie, on a 2 options, avoir raison ou être heureux. » Je préfère regarder au milieu, où j'ai une chance d'être heureux, plutôt que de rester sur mon mur pour tenter d'avoir raison.
Et là, donc maintenant que j'ai parlé de tous ces aspects concrets, un des points qu'on tente de soulever avec nos entreprises, alors je vous rappelle que cette chaire fonctionne grâce à des entreprises, en fait, elle est complètement financée par des entreprises. Quand en 2008-2009, je dis à ma direction d'école, je voudrais créer une chaire sur la paix, la compassion, la bienveillance, d'abord j'ai des colibets, on va rester avec un mot gentil, et ensuite on m'explique que pourquoi pas, puisque je suis un garçon sérieux, mais qu'il faudra que je la fasse financer. L'un des axes sur lequel on est parti, ça a été de dire si vraiment on veut aller vers cette question du bien commun, alors il y a tout un travail à faire sur nos grandes représentations. C'est quoi la vie? C'est quoi être humain? C'est quoi faire société? C'est quoi faire entreprise? Et là-dedans, je pourrais vous prendre un certain nombre d'exemples. Je vais en prendre un où nous sommes d'accord, mais en point de départ qui pourrait montrer un désaccord. Je pense qu'il n'y est pas. On est dans une culture qui prend comme point de départ que nous sommes fondamentalement agressifs par nature et collaboratifs par potentiel. C'est même pas que je ne crois pas à ça, c'est que j'aille en anthropologie, on essaye d'ouvrir nos champs, que j'aille en anthropologie, que j'aille en biologie, que j'aille en psychologie, c'est pas ce que je vois. Ce que je vois, c'est quoi? C'est un être humain qui a les deux capacités. Il a la capacité de collaboration, il a la capacité d'agression. La véritable question, c'est comment je vais l'éduquer? Quelle éducation je vais choisir et qu'est-ce que je vais construire? Si dès l'école maternelle, j'informe les parents de cette petite fille ou de ce petit garçon que s'il n'apprend pas l'anglais, maintenant, à l'école maternelle, il a peu de chances de trouver un travail plus tard, je viens de commencer à mettre en place les conditions d'une éducation qui ne va pas être collaborative. Si par la suite je mets des notes, si par la suite je mets des concours, si par la suite je ne fais qu'une seule chose, c'est civis pacem parabellum, vous vous souvenez, celle-ci, puis elle marche bien en ce moment, qui veut la paix prépare la guerre. Si c'est ça le modèle éducatif sur lequel j'avance, alors je vais construire un modèle économique qui sera civis pacem parabellum. Ce à quoi on croit nous, c'est civis pacem parapacem. Celui qui veut la paix prépare la paix. Et si je peux bien vous témoigner de quelque chose, alors là, en très direct, 7 ans à s'entraîner comme pilote de chasse ne m'a jamais préparé à la paix. Je vais pousser le bouchon. La seule chose à laquelle ça m'a préparé, c'est au bout de 6 ans, vous avez envie d'y aller à la guerre. Sinon, à quoi ça sert? À quoi ça sert? Donc la question de l'éducation, elle est majeure là-dedans. Comment, et mon propos dans une business school, mais vers les autres avec lesquels on travaille, mon propos, c'est si vraiment les dégradations qu'on vit, et maintenant, au début de notre chaire, on était obligé de parler de signaux faibles. C'est-à-dire quand on disait suicide, etc., on avait de la chance, il y avait eu une médiatisation de vagues de suicide. Quand on parlait rupture du lien social, on avait de la chance, de temps en temps, on voyait bien qu'il y avait des gens qui étaient en rupture. Quand on parlait de crise sociale, on avait de la chance aussi. Enfin bref, on parlait de plein de signaux faibles. Il y en a un que j'évoquais très peu, que j'ai commencé à évoquer de temps en temps, en tout cas depuis 7-8 ans, qui était la question de la guerre, où là on me disait, non mais attends, la guerre, n'importe quoi. Ben si, le point de départ pour lequel on a créé cette chaire sur la paix économique, c'était la phrase de ce dirigeant travaillant à l'international, dans le monde de l'automobile, et nous disant si on continue de faire des affaires telles qu'on fait des affaires, on va se détruire les uns les autres. Donc cette grande représentation de la vie, comment on la prend? À un moment donné, j'ai parlé de la définition de la paix. On est dans une culture occidentale, dans les langues latines, la paix, c'est le pacte. C'est patché le point de départ. Qu'est-ce que c'est qu'un pacte? C'est bien un écart entre deux guerres. Vous êtes d'accord avec moi si je vais là-dessus? Si paix, c'est pacte, pacte, ça veut bien dire qu'on vient de se serrer la main et on vient de dire, OK, on arrête pendant un temps. Si jamais je n'observe ou si à aucun moment donné je ne remets ça en cause, alors c'est donc bien que le fondement est d'abord un fondement agressif. Sauf que quand vous regardez géographiquement les choses, c'est assez drôle parce que quand vous arrivez en Inde, il y a 2 mots pour la paix. Il y a Aviroda, le A privatif et Viroda la guerre, c'est-à-dire le même que nous. La paix, c'est quand il n'y a pas de guerre. Et il y a Shanti, qui lui n'existe pas chez nous. Shanti, c'est la paix comme essence. Peut-être que la béatitude dans la chrétienté pourrait être de cet ordre-là. Et puis quand vous allez en Extrême-Orient, il ne reste plus que la paix comme essence, c'est-à-dire un système sur lequel c'est mon point de départ, et il va évoluer en fonction de ce que j'y pose d'un point de vue éducatif. Et si l'éducation que je donne est avant tout une éducation à l'agressivité, alors je vais entraîner des comportements agressifs. Si dans nos écoles, là où nous formons nos managers et nos leaders de demain, on n'intègre pas, Maurice Thévenin en parlait tout à l'heure, on n'intègre pas ces questions-là comme, in English, parce qu'ils aiment bien ça, les core competencies, c'est-à-dire les compétences au cœur. Pour moi, les compétences cœur sont celles-là.
c'est les compétences humaines, c'est la fraternité, c'est ma capacité émotionnelle, c'est ma capacité au monde sensible, c'est ma capacité au beau, je ne sais plus qui en a parlé. Ça, ce sont les compétences qui vont me permettre de vivre avec l'autre. Et les autres, la finance, le marketing, ce sont des compétences techniques où tout étudiant bien câblé va normalement les intégrer relativement vite. Et de toute façon, quand il arrivera en entreprise, on va lui demander de les transformer. J'aimerais revenir sur un point qui a été abordé et que je trouve intéressant par les étudiants. Et là-dessus, j'aimerais vous entendre, Maurice Thévenet, c'est la question de la quête du profit. Voilà, parce qu'on parle de bien commun. Alors, est-ce que quand on se met au service du bien commun, de la quête du bien commun, est-ce que justement, quelle est la place de la quête du profit là-dedans? Est-ce que les deux sont conjugables? Est-ce qu'une entreprise peut poursuivre son propre projet, donc le bien de sa propre communauté, qu'évoquait Marguerite Léna tout à l'heure, si on considère l'entreprise comme une communauté, elle a son bien commun propre, et en quoi cela peut entrer en corrélation avec le bien commun universel, avec cette notion de profit au milieu? Cette question du profit, c'est vrai qu'elle est compliquée parce que elle balade toujours des tas de représentations, de tas de non-dits, de tout ça. J'ai toujours tendance à dire, bah, écoutez, si le profit est pas bon, ben n'en faites pas. Puis vous verrez bien ce qui se passe. Autrement dit, n'oublions jamais que, est-ce que le profit est un objectif ou pas, j'en sais rien. Je pense que c'est très, très variable. Très variable selon les entreprises, c'est très variable selon les acteurs au sein des mêmes entreprises. C'est vrai, c'est très différent aussi selon les phases. Vous voyez ? En revanche, je pense que ce soit un objectif ou pas, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est une contrainte. Il ne faut quand même jamais oublier cet aspect-là. C'est une contrainte. Qu'est-ce qui se passe si vous n'en faites pas? Or, quand vous observez nos sociétés telles qu'elles fonctionnent aujourd'hui, il ne vous a pas échappé qu'on est dans des sociétés où les besoins sociaux vont plutôt en augmentant. Quand je parle de besoins sociaux, je parle des vrais, c'est-à-dire la sécurité, la santé, l'éducation, et je ne sais pas si je choque Pax Christi, mais en disant qu'il y a peut-être la défense aussi. Ces besoins sociaux, ils vont en augmentant. Ce n'est pas le quoi qu'il en coûte de la Covid qui va nous persuader du contraire. Ces besoins sociaux qui vont en augmentant, comment vous les financez? Bon, j'en sais rien, vous savez, je suis prof, donc je ne sais prévoir qu'a posteriori. Donc si je regarde ce qui s'est passé, c'est en général, pour le dire de manière courte, grâce à la valeur que le travail réussit à produire, qu'on arrive à les financer. Alors comme ça, on finance ces besoins ou on finance le remboursement des dettes qui ont permis de satisfaire ces besoins. Ça veut dire quoi en bref? Ça veut dire que dans des sociétés où ces besoins vont en augmentant, pardon d'utiliser une vulgarité, mais il va bien falloir que le travail, globalement, eh bien, ça crache. Autrement dit, la question de la productivité, elle est devant nous, elle n'est pas derrière. Je pense que la question du travail et de ce que le travail produit, mais au sens le plus matériel du terme, c'est un sujet pour les années qui viennent, ce n'est pas un sujet du passé. Donc, moi, il me semble que pour répondre à votre question du profit, c'est quelque chose qu'il ne faut jamais oublier. Alors ça a une conséquence, ça c'est très très macro ce que je vous dis là, mais ça a une conséquence au niveau de nos entreprises. Tenez, en 2021, donc c'est pas trop vieux, c'est en juin dernier, vous avez un bouquin qui sort, qui est écrit par quelqu'un qui s'appelle Hamel, non pas le père, hein, un homonyme. Et ce Gary Hamel, c'est, on pourrait dire, une sorte du pape du management. C'est-à-dire, il fait partie de ces grands profs qui ont gagné des millions de dollars en parvenant à vendre leurs bouquins, enfin ce que moi j'ai jamais réussi à faire, mais surtout à conseiller tous les big boss de partout dans le monde, qui ont créé un certain nombre de notions, de concepts, de techniques, de méthodes, mais qui ont irrigué tous les programmes de formation dans toutes les business schools de la planète. Je vais pas vous faire un cours, mais l'idée c'est grosso modo, si vous savez bien concevoir votre stratégie, vous la mettez en œuvre et vous réussissez. Donc, vision, vous voyez bien, très, au sens fort du terme, très technocratique. Hein, vous concevez bien votre stratégie, vous la mettez en œuvre et vous réussissez. Eh bien, en 2020 aux États-Unis, 2021 traduit en France, Gary Hamel, il sort un bouquin qu'il appelle Humanocratie.
Vous voyez, un terme qui est calqué sur bureaucratie. C'est quoi la bureaucratie au sens wébérien du terme? C'est grosso modo, on considère qu'il peut toujours exister des règles, des organisations, des procédures qui, si on les utilise, vous donnent l'efficacité. C'est ça que ça veut dire. Eh bien, lui, il nous dit, aujourd'hui, étant donné les enjeux des entreprises, transition de toutes les formes, enjeux technologiques, enjeux sociétaux, il n'intégrerait pas encore trop les enjeux géopolitiques, mais il le ferait aujourd'hui s'il écrivait son bouquin. Eh bien, il dit, finalement, face à ces enjeux, c'est pas en mettant plus de process qu'on va y arriver, mais on va y arriver en modifiant la manière dont nous, bipèdes, nous coopérons, dont nous travaillons ensemble. Vous voyez ? Et cette coopération, qui sera le seul moyen, en quelque sorte, selon Gary Hamel, hein, d'honorer ces enjeux, eh bien, on va pas la faire parce que des gens au sommet diront comment ça doit se passer. Mais on va le faire parce que des personnes seront suffisamment engagées à développer leur autonomie pour coopérer de manière efficace. Donc, ce qu'il est en train de dire, c'est que finalement, ce moyen de développer de la coopération pour faire face à ces enjeux, pour recréer le profit que j'ai la contrainte de faire, hein, pour rebooter mon raisonnement, eh bien, c'est au niveau de la manière dont les gens eux-mêmes vont, par autonomie, décider de le faire. Alors, si vous lisez le bouquin et si vous êtes un petit peu averti de ce qui se passe dans les entreprises aujourd'hui, vous n'allez pas apprendre grand-chose. En revanche, ce qui est intéressant, c'est que ce soit Gary Hamel qui l'écrive. Ce qui est intéressant, c'est que ce soit l'un de ceux, si vous voulez, qui sont les inspirateurs pardon, de cette vision très technocratique du fonctionnement des entreprises, qui en ce moment vous disent, eh ben, voilà, c'est au niveau des bipèdes que ça va se passer. Ça me paraît être un enjeu, quelque chose de majeur, ça. Et alors après, il y a une troisième question, moi je pense que ça pose, hein, au niveau macro, au niveau de l'organisation, mais je pense à ce moment-là que ça pose aussi une question, je dirais, au niveau de chacun, sur sa propre attitude, votre propre attitude, notre attitude de chacun vis-à-vis du travail. Le travail, c'est pas simplement la réaction passive d'un bipède à une structure de domination organisationnelle qui lui imposerait un mode de vie. Attendez, c'est pas la réalité, ça. Le travail, c'est quoi? C'est avant tout déjà s'interroger sur la valeur de ce que je fais. Question qui nous est posée à tous à l'heure de l'intelligence artificielle, de la robotisation. Quelle est la valeur de ce que je fais par rapport à ce que fait l'algorithme? C'est pas simplement une question sociétale, c'est pas une question organisationnelle, c'est la question quand même de chacun d'entre nous, ça. Et franchement, quand on est parent aujourd'hui et qu'on a conseillé des jeunes sur les études qu'ils doivent faire, c'est une question qui est un petit peu angoissante. Qu'est-ce qu'il faut apprendre aujourd'hui? Ouais. Alors nous, on a la réponse, hein, nous, de notre côté, c'est notre business, donc on a la réponse. Mais franchement, avouez que c'est quand même une sacrée question, ça. Qu'est-ce qu'il faut là? Et c'est pas une question que je peux simplement renvoyer à l'État, aux organisations, aux entreprises. C'est une question que chacun doit se poser. Dans quelques secteurs où je me trouve, quelle est la valeur de ce que moi je fais par rapport à ce que fait la machine ou l'algorithme? Sacrée question, ça. Et puis ça pose la question de l'engagement. Parce que la question de l'engagement, c'est pas simplement la responsabilité des entreprises, la question de l'engagement. C'est la responsabilité de chacun. Ouais. Bon, c'est un sujet que j'ai pas mal travaillé, je veux dire, dans le parcours de recherche. Hein. Ce que l'on peut définir, ce que peut faire l'entreprise, c'est remplir les conditions nécessaires à l'engagement. Ce ne sera jamais suffisant. La condition suffisante, elle est toujours au niveau de la personne. Et là, je rejoins encore mon collègue tout à l'heure, merci de renforcer ce côté de l'éducation, parce que ce côté de l'éducation, ça renforce bien aussi de pouvoir nourrir cette réflexion de l'engagement, enfin, qui est quelque chose qui se découvre. Il ne suffit pas de se dire « j'ai envie de m'engager ». L'attitude que l'on développe vis-à-vis de son travail, c'est le résultat d'un processus d'apprentissage. Savoir ce que l'on aime dans le travail, enfin, on le découvre pas le matin sous sa douche, ce qu'on aime. On le découvre en essayant, on le découvre en persévérant, on le découvre
pour honorer cette maison en faisant de la relecture. Mais, autrement dit, c'est là que ça se découvre. Hein. Regardez l'intérêt du travail. Moi, je conseille toujours à mes étudiants, quand vous allez commencer un job, écrivez dans un petit coin de votre disque dur quels sont les plaisirs et les déplaisirs que vous pensez avoir dans votre travail. Quand vous relirez 3 ans après ce que vous avez écrit, de quoi est-ce que vous apercevrez? Que les plaisirs, les déplaisirs que vous pensez avoir, vous ne les avez pas eus. Par contre, il y en a des tas d'autres que vous n'imaginiez pas et que vous avez eu. C'est la même chose pour le mariage. Oui. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire aussi qu'il faut avoir l'humilité face au travail, je dirais, qui se passe dans le temps, de découverte, d'apprentissage, de découverte des choses, qui veut dire aussi, vis-à-vis du travail et des organisations, eh bien, une ouverture. Si jamais ce qu'on fait dans nos chairs peut, ne serait-ce que donner le goût de cette ouverture-là, on aura déjà bien... Tout à fait. Merci. Est-ce que je peux rebondir sur un point? Allez-y, rebondissez. C'est vraiment ce point-là, puis ça revient en lien avec vous tout à l'heure, qui est qu'est-ce qu'on donne comme matière, qu'est-ce qu'on crée comme environnement pour que l'éducation puisse se mettre en œuvre, en fait, pour qu'elle puisse se faire. Dans deux autres exemples, en tout cas j'en ai un qui me traverse l'esprit de ce qu'on a fait dans nos écoles, qui pour moi était totalement clientéliste, qui, dans le milieu des années 2000, on a commencé à dire aux étudiants, finalement, vous n'aviez que 4 parcours possibles, maintenant vous en avez 72. Avec cette impression qu'ils allaient pouvoir donc choisir quelque chose, mais c'est intéressant parce que choisir quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Quand vous passez d'un choix de 4 choses que vous ne connaissez pas à 72 choses que vous ne connaissez pas, la seule chose que ça provoque, c'est une angoisse phénoménale. Mais en plus, la responsabilité de ne pas savoir choisir, de ne pas savoir choisir quelque chose dont on ne vous a pas éduqué à choisir. Donc là, il y a plein de dysfonctionnements et qui transfèrent des responsabilités dans des endroits qui ne sont pas les bonnes. Dans l'entreprise, sur ce que disait Maurice Thévenet, moi j'étais souvent questionné dans le passé sur la question du bien-être. Est-ce que c'est bien l'entreprise de s'occuper du bien-être de ses salariés? Et je vais dire exactement la même chose avec le bien-être, c'est absolument pas. Par contre, c'est à l'entreprise de mettre en place toutes les conditions nécessaires pour que les personnes puissent s'en saisir. Mais encore faut-il qu'elles veulent bien les s'en saisir. Est-ce qu'enseigner, c'est transmettre des connaissances ou est-ce que c'est éduquer? Pour moi, c'est bien éduquer. Mais qu'est-ce que c'est que cette éducation? C'est mettre à disposition de l'apprenant toutes les conditions nécessaires, ma personne y compris, pour qu'il puisse se saisir quelque chose. Mais encore faut-il qu'ils veulent bien s'en saisir et que j'arrive à créer ces interactions-là. Et il y a vraiment quelque chose là, je vous encourage à lire un livre d'un sociologue allemand qui s'appelle Hartmut Rosa, qui s'appelle « Rendre le monde indisponible ». Dans le rendre le monde indisponible, il y a un peu cette notion, c'est-à-dire de se rendre compte que dans la façon que nous avons eu de concevoir le monde, alors il faut entendre que de manière quasi universelle, aujourd'hui, la façon de concevoir le monde, c'est la façon des Occidentaux. C'est pas la façon d'un ailleurs. Mes velléités de jeunes étudiants à vouloir devenir anthropologue m'obligent toujours à passer par là. On est en train de tenter de lancer un projet qui s'appelle Apprenons de l'Afrique. Pourquoi Apprenons de l'Afrique? Parce qu'Apprenons de l'Afrique, ça dit, créons un autre dispositif, créons une autre façon de voir le monde et vous verrez que jailliront d'autres circonstances, d'autres éléments qui nous permettront d'appréhender les choses de manière différente. Et il y a vraiment dans ces endroits-là, en fait, et c'est la même chose pour moi dans les rapports de génération, c'est accepter cette idée qu'il va y avoir des décalages de points de vue qui vont venir complètement bousculer notre capacité d'appréhender les choses et qui arrêtera de nous faire croire que notre façon de la voir est la bonne. Mon point, c'était notre culture technocratique, que je vais appeler d'ingénierie, elle nous dit, si tu veux réussir quelque chose, alors tu regardes ton problème, tu le définis correctement, tu projettes dans le futur ce que tu veux atteindre, on va dire que mon problème c'est un triangle, comme ça c'est un delta, c'est un écart, tu projettes dans le futur, on va dire que c'est un carré, puis tu fais un rétro-planning, et puis tu définis quelques étapes, et dans ces étapes, tu planifies ce que tu dois avoir atteint. Et puis, quand tu es revenu au point de départ, tu te mets en marche. Ça, c'est le modèle assez standard. Modèle construit sur la démarche d'Aristote, qui marche très bien. Ce n'est pas une critique d'Aristote. Aristote dit, je crée des catégories, ça me permet de modéliser le monde et de mieux le comprendre. Super. Sauf que si je crée une confusion et que ma catégorie n'est plus une compréhension du monde, mais devient des frontières, je suis obsessionnel, comme vous le voyez, c'est-à-dire que ça devient une boîte de laquelle je ne peux pas sortir, alors il y a des difficultés. Et l'un des problèmes de ce système que je viens d'appeler aristotélicien ou ingénierie, c'est quand je me remets en marche en ayant décidé que dans 6 mois, mon produit doit avoir cette forme carrée,
eh ben, il se passe tout au long du parcours des circonstances, c'est-à-dire ce qui est à l'extérieur du cercle, que je ne sais plus intégrer. Et le nombre d'entreprises qui ont créé des produits qui, au bout de 6 mois, quand le produit sort, ou 1 an, quand le produit sort, il est de toute façon plus à jour, la chose a été dépassée, ça ne fonctionne pas. Par contre, créer des espaces, c'était ça mon point de départ en fait. Par contre, créer un espace dans lequel je vais co-construire. Et le modèle, pour le coup, asiatique, je quitte l'Afrique, je pars en Asie, a un intérêt pour ça. Le modèle asiatique, il faut regarder fonctionner chinois aujourd'hui, depuis longtemps, il dit quoi? Il dit j'ai un problème, un delta, même point de départ. Par contre, pour ce delta, il ne dit pas voilà ce que je veux atteindre, il dit voilà dans quel sens je veux marcher, quel chemin je veux prendre. Depuis tout à l'heure, on parle d'un chemin appelons-le de fraternité. Je dis je veux prendre ce chemin-là. Et j'engage une action. Et après ma première action, je regarde ce qui se passe, quelles sont les circonstances. Et plutôt que ces circonstances, je les rejette. Vous savez, toutes ces fois où parce que vous vouliez atteindre telle chose, quand ça ne matchait pas, vous disiez non, mais c'est pas grave, ça c'est normal que ça se passe pas bien. Au lieu de rejeter ça, le Chinois, en tout cas l'Extrême-Orient, l'intègre et en fait une construction qui fait qu'à la fin, quand il obtient ça, il dit ah tiens, en fait c'est ça que j'ai obtenu. Et ça, c'est quoi? Ça aurait été une co-construction au long cours sur le chemin, intégrant petit à petit les paramètres qui apparaissent et qui permettent d'être ajustés à la situation. Puisque pour moi, dans les mots que vous avez eus tout à l'heure, le fondement de notre question pour nous, qu'on a appelé paix économique, c'est bien l'opérationnel. C'est bien qu'à la fin, quand je suis face à une situation, je sois capable de m'y ajuster au plus proche. Et pas que ma projection sur ce que doit être le monde me fasse prendre une décision, qui soit une décision intellectuellement qui peut être très, très solide, mais qui n'aura pas grand-chose à voir avec la réalité. Merci. Il y a un point sur lequel j'aimerais revenir, parce que moi aussi je suis un peu monomaniaque. C'est cette question qui a été soulevée par les étudiants tout à l'heure, que j'ai commencé à poser aussi, parce que vous avez beaucoup parlé donc, de dérèglement climatique, de la lutte contre le dérèglement climatique, de la manière dont les entreprises, si véritablement elles se mettent au service du bien commun, doivent aussi travailler à lutter en ce sens-là. Et donc, comment est-ce que, peut-être Pierre-Guy, vous pourrez répondre à cette question, comment est-ce qu'on peut en arriver là, effectivement, que l'entreprise se mette au service de ce bien commun universel, si ce n'est par la régulation, parce que je crois que les uns comme les autres, vous êtes un peu revenus sur cette question, sur cette idée que c'est pas forcément la bonne manière de faire. Alors j'entends bien la question du changement, que chacun change, de la responsabilité des individus, mais est-ce que ça peut suffire? Je sais pas, j'en sais rien. Je sais pas. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que si on le fait pas, on va se faire rattraper par la patrouille. Alors que ce soit l'État, que ce soit les jeunes qui veulent plus rentrer chez nous, que ce soit la société qui vous victimise par les réseaux sociaux, enfin, à un moment ou à un autre, on sera contraint de le faire. Donc, j'en sais rien. Par contre, ce que je sais, c'est que si on bouge pas, on sera certainement, on ira. On parlait tout à l'heure de profit. Moi, je préfère plus parler de valeur ajoutée, mais si l'entreprise veut continuer d'exister, il faut qu'elle dégage une valeur ajoutée, qu'elle apporte quelque chose pour pouvoir après faire de la recherche, mettre au point ses produits, les faire évoluer. Donc, bon, si en fait elle n'est pas dans son monde, si elle ne prend pas en considération, soit en circuit court, mais parfois un petit peu plus éloigné, les préoccupations ou les problématiques du monde, elle est hors sol et elle finit par, qu'elle dégage du résultat ou pas, elle finit par être coupée je dirais de sens, donc d'avenir. Vous parliez de sens, c'est revenu, je crois, à peu près dans toutes les bouches, hein, le sens de l'entreprise, le sens du travail. Vous avez beaucoup parlé du sens du travail, de notre investissement dans le travail. Comment vous, Pierre Guillet, en tant que chef d'entreprise, vous êtes aussi là pour créer du sens parmi vos collaborateurs? Comment on distille ça, de se dire, voilà, on travaille tous ensemble à donner du sens? Alors, je reviendrai sur ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que un collaborateur qui connaît
qui connaît la participation qu'il a à la construction de l'offre de l'entreprise, qui sait en quoi il est indispensable, et l'entreprise qui sait rendre indispensable chacun de ses collaborateurs, ben ça, c'est contributeur de sens. Et pour vous donner un exemple, je disais tout à l'heure qu'on a créé un atelier dans une prison. En fait, on n'a pas fait que ça. On a eu une première réflexion, c'est de se dire, voilà, l'entreprise s'est développée, elle a créé des emplois. Bon, très bien. On crée des emplois, ça veut dire qu'on va aussi probablement faire appel à un peu plus de fournisseurs. Et on va aussi augmenter notre portefeuille client. Donc, finalement, on a des parties prenantes qui vont se développer. Et au-delà de ça, on est dans un territoire, et dans ce territoire, est-ce qu'il finalement, il n'y a pas des parties manquantes? Et ces parties manquantes, c'est quoi? C'est en fait les personnes auxquelles personne ne s'intéresse. Donc, alors, on a commencé par essayer de s'impliquer dans une association qui fait de la permaculture. Juste à côté de là où est l'entreprise, il y a un jardin, ce qu'on appelle un potager urbain, et pour alimenter une épicerie sociale. Alors, quel est le lien entre l'entreprise et ce potager urbain? C'est tout simplement parce que c'est juste à côté de l'entreprise. Il y a une barre d'immeubles un peu plus loin. Il y a probablement des gens, et il y en a, c'est une réalité, qui viennent travailler dans l'entreprise. Mais là, en fait, en participant à ce potager urbain, le samedi, c'est pas sur les heures de travail, eh bien, on contribue à créer un lien au sein du territoire avec une partie de la population de la ville. Et puis, un cran plus loin, il y a un atelier de travail adapté, donc à qui on confie un peu de travail, ce qu'on peut, qui permet, mais avec un flux régulier, qui permet d'entretenir là aussi un lien vers ce que j'appelle moi une partie plutôt manquante, parce qu'en fait, elle n'était pas partie prenante de l'entreprise avant. Et puis, quand on élargit un tout petit peu plus le cercle c'est 2 km, hein, c'est pas non plus très très loin, on a une prison. Et j'ai pas eu cette idée, moi, au départ. J'ai un voisin qui me parle de l'atelier qu'il avait créé dans cette prison. Et tout de suite, je me suis dit, mais c'est génial ce qu'il fait. Comment on fait? Donc, il m'a fait visiter son atelier. Et là, je me suis dit, on y va. Et c'est là que c'est devenu compliqué, parce que c'est là que les parties prenantes de l'entreprise, c'est-à-dire les salariés, étaient les premiers opposés au projet. Donc, ça a pris 9 bons mois pour faire émerger toutes les questions, pour faire intervenir la directrice de la prison, pour répondre à ces questions. Ils sont condamnés, oui, ils l'ont mérité, il ne faut pas s'en occuper. On ne va pas les condamner une deuxième fois. Et si on peut leur donner de la dignité en leur donnant du travail, là, on va peut-être être utile à quelque chose. Donc, le sens, pour revenir à votre question, on va le créer en menant en fait des actions qui vont éveiller une prise de conscience parmi les salariés. Et là, en l'occurrence, moi le premier, j'étais jamais allé dans une prison de ma vie, mes collaborateurs non plus, ils n'avaient jamais été confrontés à ça. Et si au départ, on a réussi à embarquer 5 personnes pour visiter la prison au tout début, il y a 6 mois, on avait 25 personnes, dont un étudiant qui était ingénieur fin d'études, qui était là pour justement travailler sur des algorithmes. Et je lui dis à la fin de son stage, alors, qu'est-ce que tu as retenu de ton stage? Il me dit, c'était super, j'ai fait un stage génial. Et pourtant, il est venu dans une PME, alors qu'il était dans une belle école d'ingénieur. Et il me dit, mais quand même, ce qui était assez extraordinaire, c'est le jour où j'ai été visiter la prison. Parce que là, j'ai découvert un univers, mais j'ai découvert une fragilité, et donc, aujourd'hui, je pense que bousculer un peu les gens dans l'entreprise, les faire sortir de soit de leur conviction, mais plutôt de leur manque de connaissances pour s'ouvrir au monde,
Ça, c'est contributeur de sens, en fait. Voilà. Merci, oui. Oui, je voulais juste rebondir par rapport à votre première intervention sur l'enjeu environnemental qui, forcément, nous, en tant que jeunes, nous préoccupe beaucoup. C'est notamment ce que vous disiez, donc l'entreprise peut et je pense va être l'acteur central de cette transition et doit l'être, puisque ce n'est pas l'État qui va innover, c'est par l'entreprise que ça doit passer. Et ce qui est un peu frustrant pour nous, c'est qu'on l'a vu, on a développé un vaccin en moins d'1 an, on a un quoi qu'il en coûte depuis maintenant de nombreuses années, depuis les subprimes, on le voit beaucoup en économie, la BCE qui fait tourner la planche à billets, etc. Cette sorte de planche à billets permanente. Et justement, ce que beaucoup de jeunes réclament, c'est une sorte d'état d'urgence pour l'écologie, ou du moins un quoi qu'il en coûte pour l'écologie. Et ce qui manque aujourd'hui, je pense, c'est du coup cette innovation au service de nouvelles solutions. Et on le voit avec la crise en Ukraine, le tournant vers des écologies plus vertes, plus soutenables, plus responsables n'a pas été pris, n'a pas été choisi. On cherche de nouveaux approvisionnements de pétrole, de gaz, mais on ne parle pas de solutions innovantes. Et par exemple, des grandes entreprises comme Total qui sont critiquées, et alors ça peut être à juste titre ou pas, mais pourraient utiliser, alors avec peut-être une incitation des États, leurs moyens financiers, leur capacité pour le mettre au service du bien commun qui est l'environnement, qui est l'enjeu central aujourd'hui. Et donc c'est vrai que cette innovation, pour moi, elle doit être vraiment tournée, et c'est aussi ce sera aussi un des enjeux de la présidentielle vers cette l'innovation pour la transition énergétique. Voilà. Donc c'était le point central de l'innovation et donc de l'entreprise dans ce changement. Merci beaucoup. Avant d'ouvrir les questions à la salle et de conclure rapidement, parce que notamment Pierre Guillet, vous devez vous éclipser, c'est très bien que vous parliez de l'Ukraine, parce que c'était une question que j'avais envie de soulever ce matin. Dominique Steller, votre chaire s'appelle la chaire paix économique. Alors comment penser la paix économique en période de guerre? Ça, c'est une super question. Je vous rappelle que le point de départ pour nous de la paix économique, c'était la question de la guerre. C'était de dire le modèle économique qu'on a construit, le modèle économico-social qu'on a construit, s'il perdure comme ça, il nous emmène à la guerre. Donc, je ne vais pas dire que je suis content qu'on ait enfin quelque chose pour leur dire, même si c'est faux, parce que des guerres, il y en a dans des tas d'endroits différents. Mais le comment penser la paix à travers la guerre, pour moi, la première question, c'est la question que je posais tout à l'heure. Est-ce que paix, c'est un pacte, ou est-ce que paix, c'est une essence? Est-ce que donc mes enfants, je les éduque d'abord au combat, ou est-ce que je les éduque d'abord à la paix? Et là, il y a un véritable choix. Je vais vous donner une expérimentation qui a été pour moi fondamentale. Un biologiste est rentré dans notre conseil scientifique, c'est surprenant, un biologiste pour une business school. Pourquoi il y est entré? Parce qu'il y a 3 ans maintenant, il m'appelle un jour, il me dit « ça fait 2-3 fois que je vous entends dire que nous sommes plutôt de nature collaborative avec un potentiel agressif, entre parenthèses, les deux étant là et les deux étant importants. » Et il dit, j'aimerais vous présenter une étude. Biologiste du développement, fin de carrière, je vais essayer d'aller vite sur l'étude. Partout dans le monde, des biologistes font des élevages de cellules aérobiques. Je suis pas biologiste, moi, donc je vais peut-être dire des âneries, mais dans des tubes à essai. Et les chercheurs vont se rendre compte que dans un tube à essai, quand vous avez des cellules aérobiques, celles du haut deviennent des hyper spécialisées aérobiques. Au milieu, elles deviennent aérobiques, anaérobiques. Et au fond, elles ne sont qu'anaérobiques. Ils vont se rendre compte que celles du haut tentent d'envoyer de l'oxygène vers le bas. Vous voyez le modèle économique? C'est-à-dire qu'en haut, on a des producteurs qui envoient des sujets vers le bas. Des chercheurs anglais vont se rendre compte que dans les cellules du haut, certaines d'entre elles ne font que se gaver d'oxygène et ne transmettent rien. Et là, ça va démarrer de façon intéressante. C'est que les chercheurs vont dire, il y a donc des cellules tricheuses. Là, le problème pour moi démarre sur la question de la paix et de la guerre. Si je commence à poser un jugement moral sur le regard que j'ai sur le monde, et j'ai pris l'exemple de la biologie parce que ce sont des cellules, eh bien, je vais avoir un comportement qui va aller dans ce sens-là. Que font les chercheurs une fois qu'ils ont dit que ce sont des cellules tricheuses? Ils se disent, si on veut maximiser le profit, c'est-à-dire si on veut générer plus d'oxygène vers le bas, on va donc tenter de détruire de manière isolée les cellules tricheuses. Ils détruisent les cellules tricheuses, et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Toute la vie s'effondre
dans les tubes à essai. Ils n'ont pas de réponse à ça. Moi, j'ai un regard, en tout cas, c'est de dire, quand je commence à porter un jugement moral ou quand je pense que je suis orienté d'une manière particulière, je risque de me tromper. Comment est-ce que je garde un système ouvert? Premier bout de réponse. Deuxième bout de réponse, c'est il faut absolument que ce soit préventif. Il faut absolument que ce soit depuis le début, cette question d'éducation à la paix. Si je pense la paix au moment où la guerre est là, il est trop tard. Il est fondamentalement trop tard. Ce qui fait que dans les actions qu'on peut mener, il y a très clairement les actions directes, concrètes, rapides, dans l'instant, et ça rejoint une partie de vos propos pour les étudiants. Bien entendu, c'est trop lent pour l'instant, c'est en ça que ça vous rejoint. Mais il y a ce qu'on peut faire maintenant qui va déclencher des choses, et puis il faut absolument le penser sur le long terme. Si on doit changer la façon de former les leaders dans une business school, ben, il y a ce qu'on peut faire tout de suite. Et puis, vu la couleur de nos barbes et cheveux, normalement, ça ne durera pas encore très longtemps. Et il y a ce qui mettra 30 ans, 40 ans à se mettre en place. Donc, il y a cette combinaison-là à mettre en place. Quand vous êtes un sportif de haut niveau, si vous apprenez à gérer vos émotions et le stress le jour des Jeux Olympiques, c'est cuit, c'est terminé. Donc, comment on fait pour que les entreprises, sur un temps long, mettent en œuvre une pratique, une culture qui va les amener vers une culture pacifiée? On a eu une chance, c'est que quand la crise de la Covid est arrivée, ça faisait déjà 10 ans quasiment que la chaire existait. Quand j'ai demandé aux dirigeants qui nous soutiennent comment s'est passée la crise pour eux, en gros, leur réponse a été de nous dire on a subi bien entendu les mêmes dégâts, on a subi les mêmes difficultés, on a subi les mêmes tensions et les mêmes inquiétudes. Par contre, il y a un truc qu'on n'avait jamais vu, c'est qu'on a vu une solidarité se mettre en place beaucoup plus vite que ce qu'on avait avant. Ce qui pour moi, de la même manière que le peu qu'on peut faire à l'éducation me fait du bien, ce qui pour nous a fait énormément de bien. C'est-à-dire si ce travail sur une culture de paix au long cours fait qu'à un moment donné, face à la crise qui arrivera de manière perpétuelle, je ne crois pas à l'idée d'un temps idéal. Si face à la crise, cette préparation au long cours fait que je suis plus solide, au sens quasi biologique, c'est-à-dire les liens se resserrent et j'arrive mieux à les traverser, alors la paix a un sens. Merci beaucoup. Je vous propose désormais d'ouvrir les questions à la salle. Donc, n'hésitez pas à prendre la parole si vous avez des questions à poser à nos intervenants. Moi, je voudrais faire une remarque entre des choses que Maurice Thévenet a dit et que les étudiants ont dites, parce que c'est la question de facteurs de changement. Vous avez commencé, Monsieur Thévenet, en présentant votre chaire du bien commun et entreprise, en disant il faut déjà révéler ce qui existe au niveau de l'entreprise et comment déjà aujourd'hui l'entreprise participe au bien commun. Et ça me paraît fondamental. Si on veut entraîner les gens dans quelque chose, il ne faut pas leur dire il faut faire plus, hein, mais il faut déjà partir de ce qui existe. D'accord ? Et ce que vous avez dit, et ça rejoint exactement, hein, c'est qu'il ne faut pas que le changement économique soit une contrainte, des règlements, etc. Il faut qu'on arrive à adhérer. Hein. Je lis les deux parce que ça, je l'ai vu dans le monde agricole, j'étais responsable d'un lycée agricole dans le temps, et la question de la manière dont on cultive entre ceux qui étaient pour les intrants et ceux qui étaient pour la... si on oppose les gens, on n'y arrive pas. Par contre, si on est sur une évolution progressive, où chacun peut effectivement apporter quelque chose, et chacun est reconnu dans ce qu'il fait et dans le mouvement qu'il met en route, et ben là, on peut créer le changement. Hein. Donc ça, c'est extrêmement important. Voilà. C'est une remarque que je voulais faire. Je crois qu'il y avait François Soulages qui souhaitait poser une question. Je voudrais reprendre ce qu'ont dit nos amis étudiants. La première, c'est ce qui vient d'être dit à la fin. Vous avez dit qu'il faut aujourd'hui qu'on trouve d'autres solutions pour pouvoir sortir notamment de la contrainte. Ça me renvoie à la question du profit. On a beaucoup parlé du profit. Moi, ma question est de savoir si effectivement c'est la bonne question. Est-ce que, parce que vous avez dit le profit est nécessaire, mais la question c'est de savoir ce qu'on en fait. Et donc, dans le cas de Total, puisque vous l'avez cité, les 18 milliards de Total, on en fait quoi? Si c'est pour faire en sorte qu'il y ait 130 milliards distribués aux actionnaires du CAC 40, je considère qu'une bonne partie, c'est de l'argent foutu par les fenêtres
parce que ça ne va même pas permettre de rembourser une partie du quoi qu'il en coûte. Donc là, la première question, c'était celle-là. Mais alors, du coup, ça pose la question de la place de l'État, Monsieur Guillet. Parce que vous avez dit que la place de l'État, on peut revoir, mais je pense que ça pose une vraie question. Et puis la deuxième, on n'aura probablement pas le temps d'y revenir, mais c'est vous, mademoiselle, qui avez posé la question de la variable du salarié, qui est aujourd'hui la variable d'ajustement, mais on remplace par quoi? Alors c'est une grosse question, c'est pour ça que je pense qu'on ne pourra pas y répondre. Mais merci de l'avoir posée, parce qu'aujourd'hui, c'est quand même dans l'accord entre le salarié et son entreprise, aujourd'hui, il est trop souvent considéré comme la variable d'ajustement. Donc, vous pouvez toujours créer le sentiment d'appartenance. Si vous savez que vous pouvez vous faire jeter, c'est pas terrible. Voilà, merci. Alors, un petit point. Moi, j'ai travaillé beaucoup dans l'économie sociale et solidaire, et justement, la question du profit, on ne néglige pas. Mais j'ai l'impression qu'on est en train de trouver des solutions pour l'utiliser autrement. Merci. Maurice Thévenier, est-ce que vous souhaitez répondre peut-être à la première partie de la question? Oui, non, mais je suis assez sensible à ce que vous avez dit, parce que vous posez la vraie question. La question, c'est pas le profit, la question, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Et puis pas simplement comment ce qu'on en fait, comment on le construit aussi. Hein, il n'y a pas que ça, simplement. Il y a quel est le système qui le construit et qu'est-ce qu'on en fait après. C'est ça les vraies questions. C'est la même chose sur la performance. On dit c'est scandaleux, les entreprises visent que la performance. Attendez, n'importe quelle société humaine qui vise pas la performance, c'est quoi? Pax Christi, ça vise pas la performance? La question, c'est qu'est-ce que c'est pour nous que la performance chez nous? C'est ça les vraies questions sur lesquelles il faut débattre. Et c'est ça les vraies questions. Franchement, merci et bravo pour le travail qu'ont fait les étudiants, parce que je trouve que vous avez vraiment brossé un tableau qui est complet, et vous avez bien, et sans dogmatisme, en pondérant bien et en mettant bien les choses en place. Mais dans les problèmes auxquels on est confronté aujourd'hui, on s'aperçoit bien qu'il y a un vrai sujet qui est qu'est-ce que c'est pour nous aujourd'hui que la performance? Qu'est-ce que c'est pour nous aujourd'hui que cette transition écologique? Comment faire, par exemple, le départ entre ce qui est de l'ordre de la responsabilité des entreprises dans leur mode opératoire? Qu'est-ce que font les entreprises aussi des produits même qu'ils fabriquent? Et puis également tous les problèmes de l'usage. Parce que la conception de l'écologie, c'est quand même aussi l'usage, c'est-à-dire qu'est-ce que chacun d'entre nous faisons. Autrement dit, quand j'isole un peu plus mon bâtiment, ma maison, est-ce que je mets la température plus fort en restant en chemise ou est-ce que je mets un pull? Enfin, c'est quand même ça, des choses comme ça. Bon, ma mère, elle m'a toujours appris qu'il fallait pas lever le chauffage, mais qu'il fallait mettre un pull. Donc, toutes les questions et tous les thèmes sont des thèmes où on s'aperçoit bien que tous les intérêts et tous les enjeux de tous les acteurs sont imbriqués en même temps et qu'il n'y a qu'en les travaillant ensemble qu'on arrivera à avancer. Pierre Guillet, puisque vous avez été interpellé directement par François Soulage, est-ce que peut-être vous voulez répondre? Oui, enfin, je me sentais pas forcément interpellé sur l'État. Sur l'État, moi je pense que oui, la place de l'État, c'est de mettre en place des conditions, c'est de développer des infrastructures, et c'est pas de mettre en place un système coercitif. Ça marche jamais. Au contraire, il faut favoriser la créativité. On parlait tout à l'heure d'innovation. L'innovation, c'est parfois du bon sens aussi. Hein. Dans mon entreprise, on s'est mis à réparer, à proposer de vendre des produits d'occasion, donc pour créer en fait un système, je dirais, vertueux, où tout ce qu'on fabrique, finalement, ça revient chez nous, on le répare et après on le recommercialise à un prix réduit. Et c'est pas innovant, hein, c'est juste du bon sens. Donc ça, l'État là-dedans, je vois pas en quoi l'État peut nous amener à être plus vertueux. Par contre, probablement que sur les résultats des très grandes entreprises, qu'il y ait un bout pour l'actionnaire, ça me choque pas. Mais quand on atteint des proportions telles que celles qui sont évoquées là, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas, et là on est dans un système qui est financiarisé, et on crée, alors là on crée des écarts entre des personnes qui détiennent, finalement très peu de personnes qui détiennent des richesses incroyables, et puis beaucoup de personnes qui sont complètement isolées de je dirais cette concrétisation de la valeur ajoutée qui est créée par les entreprises. Donc ça peut pas tenir, ça peut pas aller.
Et le troisième volet de la question de François Soulage portait sur les propos des étudiants tout à l'heure, sur les salariés comme une variable d'ajustement. Donc, comment s'épanouir au travail, comment y trouver du sens si effectivement on se sent parfois sur un strapontin. Je ne sais pas lequel de vous trois souhaite répondre. Écoutez, les trois questions sont liées en fait, donc c'est difficile pour moi c'est vraiment difficile de les dissocier. Tout à l'heure, quand on parlait du profit, j'avais noté, pour moi, c'est pas une question, puisque la question c'est le profit pourquoi. Mais ça, on vient de le dire, donc c'est pas la peine d'y revenir. Mais ça va être lié avec la suite. La deuxième question de l'État, elle est aussi liée à ça. Il y a un endroit où je ne sais pas si je ne vous suis pas ou si c'est pas une confusion, mais moi je ferai un distinguo entre un État coercitif et un État régulateur. Et autant je peux vous suivre sur la question de la coercition ne marchera pas forcément, autant à partir du moment où un collectif dépasse une certaine taille, en anthropologie c'est plutôt 150, autant quand ça dépasse une certaine taille, il faut qu'on ait des mécanismes de régulation pour pouvoir tenir. Mais c'est tout à fait probable qu'on soit OK, c'est ce que je me disais là-dessus. Sur la question de l'ESS qui va m'amener aux salariés, pour moi l'une des réponses à ça, c'est mais toutes les entreprises devraient se penser sociales et solidaires. C'est même presque pas une question dans mon esprit. La difficulté, c'est quand elles n'ont pas cette pensée-là, ce qui est le cas très souvent, ben on arrive dans des délires incroyables. Alors, vous en avez donné quelques-uns, je vais vous en redonner un. Quand l'État a commencé à dire qu'il y aurait des aides pour la Covid, on a quand même eu une multinationale d'origine française qui, dans le même temps, versait 4 milliards de dividendes et demandait des centaines de millions pour aide de chômage technique. Là, il y a un truc qui, pour moi, dans notre regard, est un acte de guerre économique, c'est-à-dire quelque chose qui vient complètement déstabiliser le système. Et sur la question des salariés, ben, tout ce qu'on vient d'évoquer, y compris la question des barrières, des murs et des antres, provoque ça. Si je suis dans une catégorie particulière qui s'appelle dirigeant et que l'autre est dans une catégorie qui s'appelle employé, eh ben, ils sont face à face dans des boîtes particulières qui leur donnent un rôle particulier et ils n'ont pas à sortir de ce rôle. Si je commence à regarder comment dans cet espace je réussis à faire travailler les gens ensemble, mais ça veut dire à partager aussi quelque chose de différent, alors ça commence à bouger. L'un des dirigeants qui est avec nous, l'entreprise a 150 ans, ancienne entreprise familiale, grosse entreprise aujourd'hui, 7500 salariés, 30 sites industriels de par le monde. Il y a quelques mois, il est revenu dans une réunion en nous disant, je viens de penser à quelque chose, il faut absolument qu'à terme, et je ne sais pas quel sera le terme, dans notre entreprise, il y a à minima 30% qui appartiennent aux salariés. Et pour une entreprise familiale de 160 ans, je vous assure que ça demande un cheminement. Mais alors, la question de l'employé va changer de place. Tout à coup, si je suis un travailleur propriétaire, c'est plus tout à fait la même chose que si je suis une variable d'ajustement, parce que très clairement, c'est pour l'instant toujours le cas. Il y a encore bien des questions à poser, mais malheureusement, l'heure tourne et je me suis engagée à tenir les délais. Avant de conclure, enfin non, plutôt pour conclure cette table ronde, déjà, je remercie chaleureusement tous les intervenants et les étudiants, bien évidemment, pour votre travail très riche. Pierre Guillet, merci beaucoup de vous être rendu disponible après votre gros week-end pour les assises des EDC. Dominique Steller, Maurice Thévenet, merci.